Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, le 20e épisode de cette saison et l'ultime épisode parce qu'on va partir en vacances, on va se reposer un petit peu après ce superbe salon. J'espère que vous y étiez très nombreux cette année encore une fois. Et dites-nous dans le chat d'ailleurs quel jour vous y étiez, hein, si vous y étiez. Mais je pense que là pour la plupart d'entre vous, on a pu se voir de près ou de loin. Ça va super, moi de mon côté. On a passé un 4 jours absolument dingo et on va pouvoir en débriefer ce soir tout au long de l'émission. N'oubliez pas, on vous fait gagner un superbe cadeau, particulièrement aujourd'hui. Vous l'avez vu sur les réseaux, on fait gagner une Nintendo Switch OLED grâce à Nintendo. On remercie, on vous fera gagner ça un petit peu plus tard dans l'émission, on vous fera des belles annonces, on répondra un maximum de vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser, et ce tout au long de l'émission. Et on rappelle évidemment, si vous loupez une partie de l'émission, ce n'est pas grave, elle sera disponible évidemment dans son intégralité sur YouTube et les plateformes comme Spotify, Deezer et compagnie de podcasts. On peut de ce pas commencer avec à ma droite Thomas et Jean-François, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir à tous. Ça y est, l'impact est passé. Ah, on l'a pris. Et on l'a bien pris. Là, on est dans la phase où on est content parce que ça s'est plutôt bien passé. Que, par contre, il va vite falloir qu'on se repose. Mais en même temps, il nous reste 5 jours pour boucler toutes nos petites affaires avant de partir en congé tranquille. 5 jours. 5 jours. Ouais, c'est très court et très long à la fois. Oui, là, d'ailleurs, vendredi, c'est fini. Effectivement, on va pouvoir débriefer ensemble tout au long de la soirée tout ce qui a pu se passer à Japan Expo cette année. Et à ma gauche, pour le coup, même si vous, malheureusement, vous êtes très pris sur le salon, vous voyez pas beaucoup de choses sur le salon. C'est assez cocasse. À ma gauche, nous avons Alex Pilote. Bonsoir. Le plaisir d'être avec nous. Plaisir ce soir. partagé. Mais tout le plaisir est pour nous. Ça va, tu vas bien? Ben oui, ça va très bien. Ouais. J'avais un peu mal au dos même très mal au dos avant Japan Expo, mais comme je le disais tout à l'heure à nos amis, après 4 jours à arpenter le salon en long, en large et en travers, ça commençait à aller mieux. Et là je suis presque guéri. Japan Expo soigne les gens. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait faire une pub genre Japan Expo m'a soigné avec la voix de Brigitte. Voilà. Prenez un billet 4 jours, Japan Expo vous soignera. On fait une pub façon les nuls, tu sais. Voilà. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Alex, déjà, par exemple, ceux qui nous regardent en live actuellement, la vidéo que vous avez vue juste avant, la vidéo Sayonara Bye Bye qui dure 4 minutes et quelques, c'est toi qui l'as réalisée. Oui. Et tu réalises notamment pas mal Mais avec mes collègues, on est plusieurs dans l'équipe à filmer. Évidemment. On est plusieurs, ouais. Donc concrètement, on va parler de toi plus en détail dans quelques minutes. Brièvement, que fais-tu dans la vie? Je suis réalisateur, mais aussi caméraman, monteur. Je fais aussi de la traduction. Voilà, en gros. Mais en gros, je navigue dans les univers geeks japonais depuis que j'ai commencé à travailler, et même avant. C'est une passion. J'ai essayé de faire de ma passion mon métier. Et donc, avec par exemple ces vidéos pour Japan Expo. Dans le chat, ils disent France 5, mais sur le coup, je n'avais pas compris, c'est France 5. Oui, quand j'étais jeune étudiant... une chaîne de télé nationale. Il a fait France 5. Bon, alors, à l'époque, ça s'appelait encore la 5, ou la 5e, peut-être la 5e. Oui, en 99, quand on était étudiant avec des amis, vous vous en souvenez, on avait fait une série Sentai, parodique, pastiche, pas vraiment parodique, plutôt hommage, qui s'appelait France 5, tout à fait. Effectivement. Et qui est absolument génial. Merci. C'est absolument génial, qu'on vous recommande. Et tu as fait aussi bien d'autres choses. On va en parler d'ici quelques minutes. Il y a beaucoup de choses. On y reviendra après. Effectivement. Tout d'abord, avant d'attaquer concrètement l'émission, on voulait faire un petit clin d'œil à un invité qui est passé il y a quelques Oui, on va pas faire de news cette semaine, contrairement aux dernières émissions, mais on voulait revenir sur une actualité qui touche un de nos invités, puisqu'on avait eu le plaisir d'avoir Nelson de Tanuko qui était venu sur le plateau, et il nous avait parlé de Golgo 13 qu'ils ont sorti il y a maintenant quasiment un an, et magnifique édition Blu-ray pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et du coup, il nous avait parlé de son nouveau projet, un peu secret, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de détails. Là, ça y est, c'est officiel. Tanuko a lancé son 2e financement participatif avec un magnifique coffret
de 8 longs métrages de Tezuka. Love Saves the Earth. Et donc, voilà, on voulait revenir dessus parce que c'est vraiment un très très beau projet. Là, ils l'ont lancé, c'est jusqu'à la fin du mois d'août quasiment, je crois. Donc, on va vous mettre dans le chat le lien parce qu'il ne faut pas passer à côté de ce magnifique coffret. Alors, effectivement, il a un certain coût parce que vous avez 8 Blu-ray avec un artbook 350 pages, etc. Donc, il y a vraiment un beau truc, tout. Et c'est du patrimoine. Oui, voilà. Donc, à ne pas rater. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un coup d'œil. Vous allez voir, c'est vraiment un super produit, un super projet qu'ils ont lancé. Et voilà, on voulait leur redonner un petit coup de pouce parce que franchement, des initiatives comme ça, il en faudrait plus. Ouais. Souvent, on parle beaucoup de nouveautés, de toute l'actualité, etc. Mais le patrimoine, c'est aussi très important. Et on n'aurait pas toutes ces magnifiques séries aujourd'hui sans Tezuka, qui est souvent appelé le dieu du manga. Mais là, je trouvais que c'était intéressant puisque on voit vraiment la facette animation. Parce qu'on oublie qu'il a aussi révolutionné l'animation. C'est lui qui a dit aux chaînes de télé, moi je vous fais un épisode par semaine. Avec Astro, la première série en noir et blanc, on a inventé une nouvelle façon de faire de l'animation. Et là, c'est 8 films qu'il faisait pour NTV, je crois que c'était un par an, justement dans le cadre d'une émission un peu spéciale sur tous les ans sur Love Save the Earth. Donc voilà, et donc, 8 films à ne pas rater. Cliquez sur le lien, allez participer, ça vaut le coup. C'est ça. Vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à participer à la campagne Kiss Kiss Bank Bank. Parce que, écoutez, ça vaut le coup d'œil pour le coup. Faut foncer. Si vous avez loupé l'émission avec Nelson, elle est disponible aussi sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Et on vous recommande aussi parce que c'était très intéressant tout ce qu'il nous disait sur son métier. On va pouvoir parler de toi, Alex, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Derrière cette casquette se cache un homme avec bien des... Ça, c'est l'intro. Allez, on se fait un petit jingle invité. C'est bon. Quand même. Je suis impressionné parce que tu motives bien les troupes ici, tu motives bien les gens dans le chat. Et moi, j'étais motivé pour venir. Et voilà, donc raconte-nous tout. Raconte-nous tout. Qui es-tu Alors, 1996, le petit Alex se présente. Je suis né en 74. Oh, belle année. Oui. Donc j'ai été exposé, je fais partie de la génération qui a connu Goldorak, Albator. Moi, en Albator, je t'ai vu la première fois. Moi, t'étais cosplayé en Albator, je crois. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est le premier cosplay que j'ai fait à une époque où on appelait encore ça des déguisements. On connaissait même pas le cosplay, donc c'est vraiment il y a longtemps. Donc oui, Albator, ça m'a beaucoup marqué, en particulier Albator 84. Je pense que c'est une série qui m'a énormément marqué. Je peux rentrer dans le détail pour Albator 84 ou on speed? Allons-y. Ok, j'essaie d'aller vite. En fait, quand Albator 84 est arrivé, je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête d'enfant, mais j'étais extrêmement impressionné par l'animation des vaisseaux et des explosions. Dans Goldorak, Albator, le corsaire de l'espace, qu'on appelle aujourd'hui abusivement Albator 78, c'est vrai, ça s'appelle Albator le corsaire de l'espace. Les explosions, elles sont rendues avec un espèce d'effet de crayon. C'est-à-dire qu'il y a un laser qui touche le vaisseau, puis ensuite, il y a un petit... en fait, t'as une image fixe. C'est pas fixe, mais c'est un espèce de désintégration qui est faite avec un peu de crayon et un peu de fumée. Dans Albator 84, on voit le laser qui rentre d'un côté du vaisseau, qui ressort de l'autre avec une petite explosion, une deuxième. Puis ensuite, ça commence à vibrer. Il y a une première explosion, une deuxième. Le vaisseau se désagrège. On voit des plans de l'intérieur du vaisseau avec les gens qui sont aspirés à l'extérieur. J'avais jamais vu ça. Même dans Star Wars, j'avais pas vu ça. Ça m'a rendu zinzin. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai adoré aussi les musiques, j'adorais tout dans cet animé, je trouvais ça complètement fou. J'étais obsédé par Albator 84, j'avais le Panini, l'album Panini, enfin je dessinais du Albator 84. Cette série, elle me rendait dingo, quoi. Mais à l'époque, j'avais pas du tout conscience que c'était japonais, ou alors de loin. En tout cas, c'était pas le sujet. C'est plus tard, quand j'ai découvert Animeland, que j'ai commencé à repenser à ma jeunesse, et je me suis aperçu que absolument toutes les séries que j'avais aimées, étaient japonaises. Et j'avais bien, quand j'étais petit, un peu comme tout le monde, j'avais mes préférés. Et évidemment, je préférais Cobra, Albator, La Bataille des Planètes. Je préférais ça à Musclor, par exemple. Mais je savais pas pourquoi. Et quand j'ai découvert Animeland, je me suis dit, mais en fait, ma cam, c'est vraiment les dessins animés japonais. Et donc là, on était en 92, 93, peut-être 93, je pense.
Et à partir de là, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai commencé à me renseigner, à acheter des mangas en VO, des cassettes VHS, j'imagine que vous connaissez aussi, en version originale, copiées 50 fois, donc avec une image qui tremble. C'est la première fois que j'ai entendu du japonais. C'était incroyable, il parle en japonais. Donc aujourd'hui, ça semble évident avec les fansubs, mais à l'époque, c'était quelque chose. Puis après, tout ça, avec des copains, on a créé une petite série. À l'époque, on n'appelait pas encore ça une web-série, vu qu'il n'y avait pas le web, c'était en 94, qui s'appelait Les Bitoman. Donc, alors le titre, si je savais qu'en 2024 il fallait en parler, je changerais le titre. Mais il faut accepter son destin. Est-ce qu'il y a un rapport avec Bioman? Voilà, c'est un rapport avec Bioman, mais il n'y a rien de. Mais pense à tous ces influenceurs qui ont choisi un nom en se disant non, moi je vais juste faire un truc, une petite vidéo. Oui, ou des gens qui ont 30 ans et qui ont encore comme mail le Kakashi75. Bon, voilà, on vit avec. Bon, voilà, faut vivre avec. Mais la série, en tout cas, c'était une parodie des trucs qu'on aimait, donc parodie de jeux vidéo, d'animation japonaise. Et on était les premiers à faire ça, quoi. Donc on passait ces cassettes à Cartoonist, ça a remporté un certain succès. Je pense que ce qui plaisait aux gens, plus que la qualité des vidéos, on va pas se mentir, c'était très roots. Ce qui plaisait aux gens, c'est que c'était un peu du jamais vu. Aujourd'hui, ça semble un peu évident. On voit sur YouTube, tout le monde a essayé de faire des faux combats de Star Wars ou des boules de feu de Street Fighter avec des petits effets spéciaux. Les techniques ont évolué, effectivement. Voilà. Mais vous, c'était du carton, quoi. C'était du carton, mais c'était surtout la première fois qu'on mettait en scène des mises en scène qui ressemblaient, qui faisaient référence à ce qu'on aimait. Donc aux jeux vidéo, SNK, Capcom et aux dessins animés qui étaient à la mode à l'époque. Donc du Club Dorothée à l'époque. Et donc du coup, pendant plusieurs années, jusqu'aux années 2000, on faisait un épisode par an qu'on projetait à Cartoonist. Et ensuite, j'ai déménagé à Paris pour apprendre le japonais. Là, j'ai rencontré d'autres gens, donc les gens d'Animeland notamment. J'ai écrit un petit peu pour Animeland, à l'époque c'était encore Yvan, le rédac-chef. Et j'ai rencontré Greg de Joypad, Tibor, Sébastien Ruchet qui pigeait aussi à Animeland à ce moment-là, et toute la ribambelle de personnes qui ont participé à France 5. Alors ça, c'est une autre idée qui est venue... Ça, c'est né un peu comme ça. Lors d'une soirée, on était avec ses copains. On regardait des génériques Sentai. On avait une cassette VHS qui nous était envoyée par Pierre Giner, émérite représentant de la culture manga depuis bien longtemps. C'est lui qui est le premier qui a fait venir des invités japonais en France, comme Shingo Araki par exemple, et qui, je crois, a beaucoup travaillé aussi avec Japan Expo. Oui. Il travaille toujours beaucoup. Voilà, cette année, il a accompagné Monsieur Wada Takuya. Donc il est très patrimoine sur les artistes un peu, qui ont fait des grandes choses dans les années 70-80 notamment. Et donc, il avait envoyé cette cassette, quoi, avec une compilation de génériques Sentai, qu'on regardait avec beaucoup de plaisir, même avec gourmandise, on adorait ça. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas notre Sentai à nous? Donc on s'est un peu distribué les rôles. Toi, tu feras Force Rouge, donc ce sera Red Fromage. On avait aussi été influencé par un court-métrage qui s'appelait Aikoku Sentai Dai Nippon, qui est un court-métrage fait par les gens qui deviendront plus tard la Gainax, qu'ils avaient fait ça quand ils étaient étudiants. Et ils avaient fait un Sentai comme ça, c'est Sentai Patriote Grand Japon, un Sentai où chaque héros représentait une facette de la culture japonaise, mais de manière un peu caricaturale, un peu cliché. Donc il y avait Pink Geisha, Red Kamikaze, Yellow Sukiyaki, et on a vu ça nous a servi de modèle. On fait on va faire pareil en France. Et donc on a fait Yellow Baguette, Red Fromage, etc. Blue Accordéon, ainsi de suite. Donc on a fait peut-être on a fait 6 épisodes, même si les derniers épisodes sont sortis très tard. Les 4 premiers ont été faits en 2000, 2001, 2003, 2004. Ensuite, comme en faisant France 5, j'ai rencontré Sébastien Ruchet qui est donc Red Fromage dans la série. On a monté une petite boîte de prod ensemble qui s'appelait Pocket Chami. Parmi nos clients, on avait IDP, Jean-François, qui nous demandait qui allait filmer des gens importants comme Osamu Dezaki, par exemple, ou Monkey Punch, qui ramenait les cassettes en France, qui disait vous allez faire le montage pour le bonus, le bonus du DVD. Donc, avec Pocket Chami, on faisait ça. On faisait aussi des documentaires pour Game One, par exemple. Tous les documentaires qu'on a fait à l'époque, c'était sur les shoot'em up, les jeux de baston. On a fait un documentaire sur Naruto aussi. Oui, j'ai même pas parlé de Game One, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Ouais. Les Game One, je pense que c'est une chaîne assez connue de la plupart des gens dans le chat. Donc, qu'est-ce que tu as fait chez Game One? Alors, je reviens un peu en arrière. Avant France 5, je me retrouve dans les locaux de Game One quelques mois avant son lancement. Donc, on est en été 98. Et c'est Patrick Giordano, quelqu'un que j'avais rencontré à MCM à l'époque où ils avaient diffusé Bitoman 10, qui
prend contact avec moi et qui me fait bah, tu sais quoi, on a un nouveau projet qui pourrait ça nous intéresserait de diffuser à nouveau les Beatsoman. Est-ce que tu peux venir me voir? Je vais le voir dans ses locaux, c'était dans le 15e arrondissement, c'était au métro Javel. Et là, je rentre dans les locaux avec mes cassettes sous le bras en disant c'est pourquoi vous voulez passer les Beatsoman? Toujours d'accord, moi je suis toujours motivé pour diffuser les Beatsoman ou que ce soit. Avant le web, hein. Enfin, il y avait on avait un petit site web, mais il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et donc, du coup, il me dit, bah voilà, on fait une chaîne, ça s'appelle Game One, et c'est une chaîne spécialisée jeux vidéo. Alors là, putain, paf, mindfuck. Je me dis, mon Dieu, le rêve, moi qui voulais travailler dans la vidéo et dans les jeux vidéo, il y a mes deux passions ensemble, mais j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai même pas osé demander s'il y avait du boulot pour moi. Parce que ça me semblait inaccessible. Donc, du coup, j'ai rien dit. J'ai juste donné mes cassettes en me disant bon, bah, c'est déjà chouette qu'ils passent mes trucs, c'est cool. Et quand je suis revenu prendre les cassettes, donc là, c'était 2 ou 3 semaines après le lancement de la chaîne, il avait fini les copies. Je suis revenu prendre mes cassettes. Et là, il m'a dit mais tu veux pas faire des trucs pour nous? Et il m'a confié mon premier test. C'était Metal Gear Solid sur PS1 en version japonaise. Il a fallu que je le fasse en japonais. Parce qu'entre-temps, oui, j'avais appris le japonais à l'INALCO. Donc du coup je fais ce test accepté, enfin mon examen de passage est validé et je commence à travailler à Game One à ce moment-là. Okay. Donc pendant plusieurs années je bosse à Game One en tant que pigiste. Donc je fais pas mal de tests de jeux vidéo import, donc tous les jeux japonais, c'est moi qui m'y colle. C'était vraiment super. Je fais aussi les reportages pour le Tokyo Game Show. J'ai fait la sortie de la Dreamcast au Japon, la sortie de la PS2, ce genre de choses. En gros, j'étais un peu le spécialiste Japon, quoi. C'est comme ça qu'on m'identifiait là-bas. Et bonheur, on me confie aussi parfois des listes d'animés qui recevaient de Dybex ou de Dynamic à l'époque, ou je sais plus, peut-être de Kazé aussi. Et on me disait, mais c'est quoi que t'aimes bien là-dedans? Alors moi je cochais. Alors Gunbuster, directeur de la programmation. Et donc, alors je dis pas qu'ils ont forcément tout choisi ce que j'ai proposé, mais parfois, les trucs que je proposais passaient à l'antenne. Nadia sur Game One, c'était moi, Cowboy Bebop aussi. Nazca, c'était pas moi. J'ai pas choisi Nazca. Désolé pour ceux qui aiment Nazca. Voilà, donc ça, c'était un grand plaisir de pouvoir mettre mon petit grain de sel sur le choix des animés. Et donc, où j'en étais au bout d'un moment, je fais ma boîte de prod avec Sébastien. Donc là, je bosse pour Game One plutôt en tant que prestataire, alors qu'avant, j'étais en tant que pigiste. Et puis, on se rendait bien compte que les sujets qui nous intéressaient, donc en particulier en rapport avec le Japon, trouvaient pas vraiment un écho, à l'époque en tout cas, à Game One. J'avais fait un pilote qui s'appelait Tokyo Pop, qui était vraiment le proto No Life, quoi. C'était une émission de 30 minutes qui parlait de manga, jeux vidéo, musique japonaise, culture, et à la fin, il y avait un petit module pour apprendre un peu le japonais. Dans le pilote, j'avais fait le mot karaoké. On expliquait ce que ça voulait dire karaoké, donc on prenait kara, qui veut dire vide, karate, c'est la main vide, et ok, orchestra, on expliquait tout ça avec des illustrations. Et le groupe de musique, c'était Pornograffiti, qui était très populaire à l'époque. Et je me souviens plus pour le jeu vidéo et le manga. Bref, j'ai proposé ce pilote, ça n'a pas du tout intéressé Game One. Et donc, tu as fait une chaîne de télé. Matt de Patrick Jardin encore, qui avait monté sa boîte de prod, GameProd, a essayé de le proposer à d'autres chaînes, je crois à AB par exemple, ou à MCM. Ça a plu à personne n'en voulait en entendre parler. Et donc, du coup, à un moment donné, Seb, il me fait, bon, de toute façon, les projets qui nous intéressent, personne n'en veut, il faut qu'on trouve un moyen de les diffuser. Et il se trouve qu'à l'époque, sur Freebox, il y avait une chaîne extrêmement étrange qui s'appelait Téléplaisance, dont le but, c'était de passer ce qu'on leur envoyait. Pour la modique somme d'une 50aine d'euros, on pouvait diffuser une demi-heure de son programme à soi. Donc, les gens envoyaient leurs vidéos, eux. Alors, parfois, c'était des vidéos de voyance, des trucs un peu curieux, et ils payaient pour que ça passe à la télé. C'était une époque où il n'y avait pas YouTube, hein. Donc il fallait, pour pouvoir toucher des gens, il fallait faire ce genre de choses. Donc on commençait à se dire, on va faire nos émissions et on va les envoyer à Téléplaisance. Sauf que Seb, lui, il se dit, mais s'ils arrivent à faire ça, ça ne va pas coûter très cher. Il se renseigne, il se rend compte que faire une chaîne de télé, à ce moment-là, diffusée sur Freebox, c'était pas inaccessible. C'était un peu moins, je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas, quelques milliers d'euros de diffusion, de prix à payer par mois, au lieu de 50 000 ou 100 000 pour les trucs satellites, les trucs hyper chers. Ils cherchaient pas mal de moyens d'augmenter le nombre de chaînes. Il y avait quand même une guerre à ce moment-là, genre être la box avec le plus de chaînes à c'est proposer, ça. Quoi. Et techniquement, on s'est rendu compte avec notre ami Cyril Lambin, notre technicien le plus calé en France, je pense, sur la vidéo, que c'était possible avec un simple PC VLC Ah non, c'est même... Non, je brûle les étapes. D'abord, Seb a trouvé Cognac G, qui était une boîte dont le but c'était de diffuser
de faire la diffusion des chaînes sur Freebox. Donc on a demandé combien ça coûtait. Bref, c'était pas donné, mais c'était pas impossible, quoi. Donc on s'est dit, on va faire notre chaîne. Donc on a appelé ça No Life. C'est Seb qui a trouvé le nom. Seb, il arrivait, alors on cherchait le nom, on avait plein d'idées à la con, mais on n'arrivait pas à trouver un bon nom. On voulait pas que ça fasse trop obvious, quoi. Genre Japan Channel, Otaku TV, enfin les trucs, on trouvait ça ringard. On voulait un truc qui soit un peu mieux que ça. Et Seb, il arrive, il me fait, tu sais quoi, j'ai pensé à un nom, mais c'est nul, hein, c'est No Life. Je fais, non, c'est génial. Il fait, ouais, c'est trop négatif. Je fais, non, c'est super. Et c'est lui qui a eu l'idée, mais c'est moi qui l'ai convaincu de le garder. En fait, à l'époque, ce mot n'était pas encore très connu. Quand on googlait, il n'y avait pas vraiment d'occurrence. Mais c'était un mot qu'il connaissait bien parce que c'était une insulte, en particulier sur les MMO. Et Seb, il jouait beaucoup sur les MMO. Et il me disait, dès que quelqu'un se fait rétamer par quelqu'un qui est plus fort, il fait, ah ouais, mais c'est normal, t'es un no-life. Sous-entendu, t'es plus fort parce que t'as pas de vie, quoi. Ouais. Donc c'était une insulte assez connue sur les MMO. Et donc dans le chat, Œil de Nuit qui dit, et c'est à ce moment-là que vous avez changé nos vies. Ouais, et les nôtres aussi. C'est pour ça que No Life est aussi, ça a changé nos vies. Et du coup, c'est vrai que là, c'est à ce moment-là que No Life naît. Donc No Life, c'est une chaîne 100% dédiée à la pop culture, à la culture japonaise notamment. Ouais. Et... C'était un peu en réaction aussi, on avait un côté un peu... on voulait montrer ce que nous, on aimait et que, que personne ne voulait ailleurs, quoi. Donc on s'est dit, vous allez voir, on va faire des super plays, donc des émissions d'1 heure avec des gens qui finissent des jeux avec des compétences incroyables. C'est difficile d'imaginer à l'époque à quel point tout ça c'était pas connu, quoi. Aujourd'hui, on va sur YouTube, on tape Superplay, Speedrun, il y en a partout. À l'époque, on devait expliquer ce que c'est, quoi. Ça n'existait pas. Et quand je montrais les pilotes de No Life aux gens, mais les gens éclataient de rire. Ils disaient, mais c'est qui ces neuneux? Il y avait un mépris pour cette culture-là qui était vraiment... C'est difficile d'imaginer à quel point, en 2007 encore, on était méprisés, quoi. Et nous, on avait envie de traiter ces sujets sérieusement. On a envie d'une chaîne qui soit détendue, qui se prenne pas trop au sérieux, mais que les sujets soient traités sérieusement. On voulait. Et du coup, No Life, ça a été créé en quelle année? Ça s'est terminé en quelle année? De 2007 à 2018. 2007 à 2018. Voilà, 10 ans et demi, presque 11 ans. Voilà. Ça a quand même été un beau moment de ton parcours, j'imagine, toi aussi en tant que... Pour moi et puis pour toute l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à No Life, plusieurs centaines en tout. Donc ouais, c'était un moment important. Et puis oui, vraiment, notre note d'intention au début, c'était vraiment en réaction à tout ce qu'on nous avait dit sur l'animation japonaise, sur la musique japonaise, sur les jeux vidéo. C'était pour pouvoir montrer qu'il y avait une culture intéressante et voilà, et que aussi des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que nous puissent se dire, ah ouais, ok, je suis pas seul et je suis pas fou de m'intéresser à ça. Il y a quand même quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Voilà. Et donc, oui, on était aussi un peu comme on était des geeks, on faisait une chaîne un peu de psychorigide, c'est-à-dire que sur No Life, on parlait pas de Hayao Miyazaki, on parlait de Miyazaki Hayao, avec le H. On prononçait Osaka et pas Osaka, etc., quoi. On disait Japan Expo et pas la Japan Expo. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bravo, No Life. Donc, on vous remerciera jamais assez. On nous a pas mal chambré là-dessus. Hein. Par exemple, on disait Mickey Mouse, c'est pas Mickey Mouse. Voilà. Parce qu'on voulait les prononciations les plus proches possibles du... Disney, bah bien sûr. Pourquoi on dirait pas Disney? C'est pas difficile à dire en français. Et on était en partenariat entre No Life et Japan Expo. Alors, No Life et Japan Expo, oui, ça a été un partenariat qui s'est fait petit à petit. Dès le début, on tournait des émissions à Japan Expo, mais au début, c'était pas vraiment partenariat. On tournait nos émissions, et puis on avait l'autorisation de tourner, et on avait aussi un stand à Japan Expo où on pouvait présenter nos émissions sur une télé, on pouvait vendre un peu de merch, voilà. Et petit à petit... moi, je me souviens qu'on a commencé à demander si on avait la permission de se brancher sur les consoles des scènes pour capter les concerts. Parce qu'à l'époque de la JE Live House, souvenez-vous, avant la scène Kalasu, ça s'appelait la JE Live House. Il y avait une réalisation en temps réel, mais qui n'était pas enregistrée, qui n'était pas conservée. Non. Et donc, du coup, Juste diffusée. Et nous, on a vu ça. Mais en fait, leurs caméras sont meilleures que les nôtres et sont mieux placées que nous. Il faudrait qu'on puisse enregistrer ça. Donc, on a eu cette autorisation. On nous a dit OK. Donc, on allait en régie, on branchait notre magnéto et on pouvait capter ces images. Aujourd'hui, ça nous permet de les avoir. En plus, c'est bien pour le patrimoine. Le concert des Morning Musume, c'est aussi grâce à cette autorisation qu'on a pu le conserver, par exemple, entre autres. Et donc, du coup, on a commencé à faire des émissions de plus en plus importantes. Et à un moment donné, on s'est dit que les émissions, vu que ça prenait vraiment beaucoup de temps à faire et que ça faisait beaucoup de volume d'émissions, le Japan Expo, ça allait être nos programmes d'été. Donc, on appelait ça les chroniques de Villepinte. Les chroniques de Lodos. C'est ça. Et donc, on faisait à peu près 4 émissions d'1 heure. Et dans chaque émission, il y avait une interview d'invité, un concert, un reportage sur un endroit du salon, comme par exemple l'endroit jeux vidéo,
ainsi de suite, quoi. Et ça durait 1 heure. Et au bout d'un moment, je crois que vous nous avez proposé de nous aider à faire ça, et qu'on fasse ça en partenariat. On a commencé à faire le reportage sur les 15 ans de Japan Expo, que Sylvain est venu filmer les coulisses et tout ça. Ça c'est encore autre chose. Moi, et du coup, en parlant de tout ça, moi, JE, là, justement, on a discuté avec Sébastien sur qu'est-ce que vous faisiez. Et puis, effectivement, on a découvert à ce moment-là que les chroniques de Villepinte existaient, que c'était à la base une émission de 26 minutes qui est devenue une 4x52, d'accord. Et donc, et effectivement, Sébastien qui nous montrait le travail que ça représentait. Et on trouvait, nous, que c'était dommage de ne pas mieux l'exploiter, notamment ne serait-ce que pour nous. Ouais. Parce que voilà, et c'est comme ça que c'est un petit peu né, parce que vous aviez un intérêt, ça faisait de la programmation, mais nous ça nous permettait d'avoir des archives, comme tu dis, d'avoir un vrai retour, de pouvoir montrer des choses. Puis au bout d'un moment, vous aviez capté vous-même les scènes et qu'on pouvait récupérer. Voilà, et après on s'est associés en se disant ça sert à rien que vous ayez vos caméramans, nous on a des caméramans, essayons de fusionner. Alors au début maintenant c'est carrément vos caméramans qui étaient derrière nos caméras à un moment donné, mais et puis aujourd'hui ça continue, mais c'est pas tout à fait le même nom, mais on collabore toujours sur ce principe-là. Mais c'est vrai que il y avait une telle énergie quand on voyait les chroniques de Villepinte. Moi je me souviens que j'étais scotché parce que j'étais là, chouette, enfin je peux voir le festival, parce que je crois que tu me l'avais dit à l'époque, ça permet de voir tout ce que vous n'avez pas vu. On l'a pas tout à fait expliqué, mais c'est vrai que on parle d'un débriefing où on va essayer de parler d'un maximum de choses, mais la personne autour de cette table qui a vu le plus de choses de Japan Expo cette année, c'est Alex, parce que il est obligé on voit pas tout, parce qu'il y a aussi, on est plusieurs. Mais t'en vois beaucoup plus que nous, parce que du coup il y a tellement de flux qui passent sous les yeux. Et il faut que les gens comprennent que c'est parce que nos lives, parce que les exigences ont monté quand on a commencé à travailler ensemble, que peu à peu la captation de Japan Expo a pris en puissance, en fait. Ouais. C'est parce que vous poussiez derrière, parce que vous en faisiez quelque chose, que du coup ça donnait envie d'y aller. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Mais il y a des raisons pour lesquelles on faisait ça. C'est que déjà vous étiez des promoteurs de la musique japonaise, ce qui était un de nos credos, diffuser de la musique japonaise, donc on se retrouvait là-dessus. Par exemple, typiquement, quand un invité était annoncé à Japan Expo, on avait souvent en même temps un contact avec le label qui nous envoyait les clips. Donc ça, c'était important, ça faisait un suivi. Ça faisait que les gens, avant d'aller en concert à Japan, ils pouvaient d'abord découvrir l'artiste sur l'antenne, donc il y avait ça. Et puis aussi, Japan Expo, c'est aussi un concentré d'invités absolument incroyable. On en parle parfois, mais parfois il y a des invités, je crois que vous n'étiez pas au courant. Il y a le monsieur un des deux de Yude Tamago, créateur du Freeman, qui est venu prendre un stand au KLM, il vendait ses fanzines. Il y a eu Maeda Toshio pour Otsuki Doji, il y a eu Agyomoto qui était venu, tous ces gens-là qui viennent. On a un Dojinshi Japan Expo de Agyomoto. Ouais, c'est fou, et c'est quand même le seul endroit de la planète où on peut voir Yoshiki faire des concours de lancer de sandales avec Funashi, quoi. Ah oui, une fois. Ça arrivait une fois, et ça arrivait à Paris à Japan Expo. Et je pense que en France, on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'avoir ce festival. Cette espèce comme je disais, se concentrer d'invités exceptionnels qui se réunissent et qui font des choses qu'ils feraient jamais chez eux. Parce qu'au Japon, il y a la lourdeur du protocole, il y a le vedettariat. Et là, c'est comme si tout s'effaçait, tout est cool. Enfin, toute proportion gardée, hein. Oui, c'est cadré. Je veux dire. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, effectivement. Il y a un peu plus de relâchement quand même, malgré tout. Et ça, c'est extra, quoi. Et pour nous, c'était exactement le contenu qu'on voulait justement montrer à nos spectateurs. Donc ça rentrait parfaitement dans notre grille, quoi. On comprend du coup désormais, c'est aussi grâce à No Life qu'aujourd'hui vous collaborez ensemble toujours nous, on a pour la captation du salon. Donc aujourd'hui, concrètement, même si No Life n'est plus, toi tu gères la réal du contenu vidéo de Japan Expo, si je comprends bien. Ouais, en fait, on fait une espèce... On a réuni un peu quelques personnes, une vingtaine de personnes de l'équipe de No Life, qu'on réunit en mode ancien combattant. Une fois par an, on se retrouve et on se partage les tâches. Il y en a qui vont être assignés à des scènes. En fait, ça vient d'une volonté de Japan Expo. Vous nous avez dit que vous étiez intéressés pour avoir des personnes de No Life, notamment au niveau du cadre et de l'AREA, parce que c'est des gens qui sont sensibilisés à ces cultures. Et par exemple, quand ils filment un cosplay, ils vont faire attention à ne pas filmer le truc qui est derrière, qui pourrait spoiler le quick change. Ou le. Ouais, tout à fait. Donc, c'est des gens qui comprennent cette culture-là et qui vont pouvoir donner une couleur à la réalisation. Et d'autres personnes qui font partie de
plus près de mon équipe à moi, qui est de parcourir le salon en long, en large et en travers pour essayer de filmer tout ce qui n'est pas scène. Donc les stands notamment, les petits events, les interviews, les coulisses, tous ces trucs-là. Toutes les images cool qu'on voit tout au long de l'année ici, qu'on voit sur YouTube, qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout vient de ce qui est capté pendant les 4 jours pendant cette équipe, par ton équipe et après qu'on va remouliner. Et en plus, vous faites la vidéo qu'on a vue. On fait un récap par soir. Voilà, un récap par soir. Et puis la vidéo Sayonara qui, moi, est particulièrement chère. Mais alors, chaque année, Thomas me dit il faut absolument faire la vidéo Sayonara Bye Bye. Alors ça fait 4-5 ans qu'on fait ça. Il faut savoir que c'est une référence à Yu Yu Hakusho. Le premier générique de début, ça s'appelle Sayonara Bye Bye. Et ça allait bien. Je crois qu'une fois, je l'ai fait un peu en... Il y a eu d'abord ce que je faisais, c'est que sur le dernier récap, celui du dimanche, la dernière partie, c'était une partie un peu nostalgique, avec les moments les plus emotional de l'édition. Puis après, j'en ai fait une vidéo particulière qui s'appelait Sayonara Bye Bye, et à partir de là, Thomas il m'a dit mais ça c'est super, faut le faire à chaque fois. Donc j'essaye, tant que faire se peut à chaque fois, et j'en parle aux équipes, si vous voyez quelque chose qui peut rentrer dans ce cadre-là, filmez-le, mettez-vous en slow-mo, et essayez d'avoir quelque chose pour cette vidéo en particulier. Vous l'aurez compris, Monsieur Alex Pilote est avec nous ce soir. Petite présentation. On pourrait en faire franchement au moins 3 heures facilement, tellement il y a de choses à dire. Et c'est super intéressant. Et franchement, ce sera peut-être l'occasion de revenir un jour pour en parler un petit peu plus en détail. Il y a tellement de choses, on a dû effleurer à peine tout ce que tu as pu faire pour la culture japonaise notamment en France. Et quand même, il y a beaucoup de remerciements dans le chat pour No Life notamment. Donc je le dis quand même aussi à voix haute, au nom de tout le chat, de moi-même, de ces messieurs aussi. Si vous avez la nostalgie de No Life, sachez qu'avec l'ami Moguri, on a fait un 101% spécial revival pour Origami. Donc si vous tapez dans YouTube 101%, la première réponse normalement c'est ça. C'est un 100% comme à l'époque, qui est sorti il y a un mois. Voilà. Si on peut le mettre dans le chat, je sais pas si les modos nous écoutent, si on peut le mettre dans le chat. Donc, effet nostalgique garanti, parce qu'on a remis tous les jingles d'époque. C'est exactement comme à l'époque. Bon, en tout cas, voilà, merci beaucoup, Alex, pour No Life. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu en plus, évidemment. Merci pour le lien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. On va faire un petit débrief, un grand débrief même, de Japan Expo 2024, tous ensemble, si vous voulez bien, messieurs. Tout d'abord, point chiffré, si vous voulez bien. Le nombre de visiteurs, notamment cette année à Japan Expo, quel est-il ? On savait qu'on avait une baisse de fréquentation, puisqu'on l'a rapidement vu que les provinciaux, avec les Jeux Olympiques, ils étaient pas très motivés. Quand ils voyaient les prix des chambres et tout ça, ça avait des et on les comprend. Enfin, voilà, c'est pas en mode qu'est-ce que vous avez fait. On a eu toute une communication pas forcément très très encourageante, genre les transports en commun vont être très chers, vous pourrez pas prendre les voitures, et banani et banata, restez chez vous, faut télétravailler. Bon, tout un tas de choses qui aujourd'hui se concrétisent un peu moins catastrophiques que ce qu'on imaginait, mais qui du coup quand on vient de loin et qu'on a l'habitude de prendre son hôtel en septembre et qu'on voit que son hôtel il passe de 90 à 300 €, forcément ça refroidit. Donc on l'a vu nous dans les statistiques, le nombre de Formule 1 à 400 balles. Les nombres de personnes qui venaient hors d'Île-de-France, il a fortement diminué. Donc on l'avait dit, on savait qu'on aurait une baisse de, on estimait 25%. Au final, la baisse est moindre que ça. Donc on a eu un beau rattrapage sur la fin, notamment sur le week-end, puisqu'on va finir à 200 716 visiteurs contre 255 259 l'année dernière. Voilà. Donc on a une baisse de moins 21%. Mais on voit par exemple notre partenaire OnTour qui organise des voyages pour les gens qui viennent de Strasbourg, Rennes, etc. Ils ont fait, eux, moins 60%. En fait. Ouais, il y a des lignes, on a été obligé d'annuler parce qu'il y avait un quart, il y avait une personne dedans. C'est inimaginable, enfin, ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment l'effet, et on le comprend entre les prix qui augmentent. Et Jean-François parle des communications, mais il y a eu des communications sur les histoires d'augmentation de tickets, de voies réservées. Mais les gens, ils ne donnaient pas de date. Donc forcément, quand toi, tu es de loin et que tu te prépares à venir, tu ne vas pas t'amuser à dire je vais t'aider, on verra bien ce qui se passe, quoi. Donc les gens, ils se sont mis en tête que c'est pas grave, j'irai l'année prochaine. Et même quand on a fait les annonces, il y a eu quelques annonces qu'on a faites sur des gros invités. On s'est dit, bon là, ça va les motiver et tout. Et la réponse a été, je suis dégoûté d'avoir choisi de ne pas venir cette année. Ah non, les gars. Mais voilà, du coup, tout ça, après, ça donne
un résultat qui est bon, hein, parce que très très bon quand même. 200 000 visiteurs. Le vendredi et le samedi, c'était quand même bien chargé. C'était pas forcément toujours facile de circuler, mais c'est vrai que comparé aux dernières années, on est en dessous. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens. Moi, j'ai eu pas mal de retours de visiteurs qui trouvaient que du coup c'était bien, parce qu'on pouvait mieux circuler. Le jeudi, ça a cartonné parce que c'était vraiment le jour le moins fréquenté, et c'est pas pour autant que les exposants étaient mécontents, parce que les gens ont pu circuler plus librement. Ils ont fait leurs achats comme d'habitude. On a eu pas mal de retours, et au final, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de réels soucis d'organisation. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais bien en dessous de ce qu'on a pu connaître certaines années. Donc, on était vraiment sur une belle année, avec une belle programmation sur laquelle on va revenir. Mais Puis il y avait l'énergie de la fête. Nous, c'était un peu ce qu'on craignait, du fait qu'il y ait moins de monde, qu'il y ait moins cet effet d'entraînement, parce que les gens, quand on leur demande pourquoi, quand on vous demande d'ailleurs pourquoi vous venez, vous nous dites en général beaucoup c'est pour l'ambiance du festival, et on avait cette crainte de se dire s'il y a moins de gens, il y aura moins la fête, et on le voit dans les vidéos, on le voit dans les grands rassemblements, dans les rassemblements cosplay et tout ça. En fait, toute l'énergie était là, elle était bien présente. Effectivement, il y avait un peu plus d'air, c'était agréable. Ça ne veut pas dire qu'on se limitera à ce genre de jour, parce qu'économiquement, ça nous posera 2-3 problèmes. Mais on va être attentif à cette expérience-là, justement, et essayer d'en apprendre pour continuer à faire que le festival soit très, très vivable pour la suite aussi. En termes de dédicaces. Ouais, on voulait faire un petit point, parce que du coup, il y a eu 149 séances de dédicaces. Il y a plus de 30 357 personnes qui ont tenté d'avoir une dédicace. Finalement, il y en a 6 926 qui ont gagné. Alors souvent, on nous dit « Ah, mais j'ai pas eu, machin, etc. » Il faut bien voir que sur quelqu'un comme Naoki Yoshida, qui faisait 3 séances de dédicaces, ça veut dire qu'il y avait grosso modo 180 € gagnants. Ouais. Il y a eu 3000 participants. Donc forcément, il y a 2820 personnes qui étaient tristes. Mais malgré tout, vu la demande, c'est le meilleur moyen de donner une chance à tout le monde, ce principe de tirage au sort. Et voilà. Et donc au final, on a fait en termes d'utilisation de l'application dédicace. En plus, ça a vraiment bien marché. Le fait qu'il y ait moins de monde, il y a moins de problèmes de Et on sait quel est l'artiste le plus demandé en dédicace? Ah bah bien sûr, ça le côté ça rigolo. dépend. En fait, en ratio, parce que par exemple Naoki Yoshida, il a fait beaucoup moins de dédicaces que Brigitte Lecordier. Donc en ratio, a priori, c'est plutôt Naoki Yoshida. Par contre, comme Brigitte a fait beaucoup plus de séances, Brigitte est la reine des dédicaces cette année. Oui, c'est la reine de la dédicace cette année. Mais oui, il y avait une grosse demande pour Yoshida, du coup. Il y avait une grosse demande pour Yoshida. Bon, Ishiwatari, et Komuro, il y avait une demande quand même, ou c'est un peu... Alors, Komuro, ça a été une grosse demande, mais il y avait une des séances qui était en première arrivée, premier servi, donc automatiquement, là, tu avais 60 personnes qui jouaient, 60 personnes qui gagnaient, donc ça a fait chuter l'instantané. Mais sur les deux autres, on est pas mal. Yoshida a eu plus de succès, clairement, que Komuro. Oui, parce que Komuro, c'est pour les gens plutôt de ma génération. Voilà. Après, pour le coup, Yoshida il est plus souvent en convention que Komuro, donc à choisir, il fallait tenter Komuro. Ah oui, non, ça c'est exceptionnel d'avoir eu cet invité. Effectivement. On parlait un petit peu de l'expérience visiteur, notamment le jeudi où il y avait un petit peu moins de monde, ça pouvait être plus sympa pour les gens. On voulait vous demander dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette édition, concrètement, sur les 4 jours? Comment vous le sentiez, vous qui étiez sur place? Est-ce qu'il y avait l'engouement, comme le disait Thomas? En tout cas, nous, on l'a senti. Moi, j'ai senti qu'il y était. Si vous avez fait les 4 jours, lequel était, selon vous, le plus agréable à vivre? Est-ce que vous avez fait des dédicaces? Est-ce que vous avez fait des concerts? Est-ce que vous avez fait des spectacles? Dis-nous ce que vous avez aussi préféré, peut-être, comme invité. Comme agréable, respirable. Oui, ça, c'est ce qu'on a vécu aussi. C'est vrai que pour le coup, s'il y a bien une chose positive... Et puis, on n'avait pas de canicule aussi. La température... bien. C'est vrai que tu fais bien de le dire. La température était plutôt on n'a pas eu trop de pluie. Ouais. Il y a eu un ou deux moments de pluie, je me souviens parce que j'étais dehors à ce moment-là. Mais sinon, on a eu un temps clément. Nous, un temps nuageux, mais sans pluie, c'est idéal parce que sinon, à l'intérieur, il fait vite chaud quand même. Donc, c'est génial. Première édition, c'était fantastique. Je reviens l'an prochain. C'est marrant de voir des gens qui découvrent encore. On est biaisé, on a l'impression que tout le monde connaît Japan Expo, mais en fait, il y a encore chaque année des gens qui découvrent. On en est bien content. Vous avez la statistique, vous, en interne, un petit peu des nouveaux je sais pas si c'est un peu compliqué, j'imagine, à quantifier. On demande, en fait, dans le sondage là, dont ils parlent beaucoup dans le chat, on leur demande est-ce que c'est la première fois que vous venez? Est-ce que vous êtes déjà venu? Donc, on a une idée déclarative en fait, des gens.
En général, il y a en gros 20 à 30% de gens qui arrivent pour la première fois. C'est énorme. Ah ouais. Et on pense que cette année... Ouais, il y a même parfois des années où on est à 50% de nouveaux, en fait. Incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de gens qui reviennent, mais pas tous les ans, en fait. Oui, on a beaucoup de gens ça qui dépend vont... des invités, je suppose. Ils vont soit les invités, mais il y en a beaucoup, c'est la plus disponibilité. Ah oui, Dire, Est-ce tiens, que les cette année, copains j'y ils sont vais. là? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je suis en vacances? Et en fait, on s'aperçoit que les invités, c'est hyper important pour l'âme du festival. Dans la C'est-à-dire communication. Dans la communication, dans ce que les gens attendent. Mais in fine, quand on demande vraiment, est-ce que c'est d'ailleurs le cas pour ceux qui sont dans le chat, mais c'est avant tout se retrouver entre copains. À un moment donné, vivre l'ambiance du festival, vivre sa passion à fond. Et il y a même des fois un peu frustré où on a fait venir des gens, c'était hyper compliqué, qui n'ont pas forcément eu beaucoup de retours. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est leur première, ouais. Et du coup, ça peut être parfois frustrant avec toute l'énergie qu'on dépense pour avoir ces invités-là, de se dire, bah tiens, en fait, les gens, ils viennent, c'est juste pour se retrouver entre copains, mais c'est un tout. Mais c'est vrai que le premier moteur, c'est les copains. Donc, du coup, c'est vrai que s'il n'y avait pas les invités, ce ne serait pas pareil. Voilà. Mais venir pas tous les ans, on pense que c'est plus la disponibilité des gens et de leur entourage que vraiment la programmation du festival. La programmation, ouais, c'est l'excuse, c'est l'engouement, c'est le truc, dire « Ah, il n'y a pas machin, moi j'aurais préféré qu'il y ait bidule. » Voilà. Hein, les invités, ils vont déclencher certaines venues, mais au final, c'est peut-être 10% des venues qui sont déclenchées par les invités. Influer par contre sur le jour choisi. Sur le jour choisi, clairement. Pour avoir le concert qu'on veut voir. On veut voir tel concert, on veut avoir la conférence de tel invité, etc. L'année dernière, on voyait bien que les gens attendaient beaucoup qu'on annonce quel jour serait là Ojo, par exemple. Oui. Et une fois qu'on a eu dit, Ojo sera là vendredi, samedi, clac, on a vu les jours qui ont suivi une recrudescence en termes de vente de billets sur ces jours-là, parce que il y a eu un effet. Mais sur la masse globale du festival, les invités ont une portée limitée. Il y a quand même combien cette année d'invités? 300, un peu plus de 500. 500. Oui, si on compte, tous les comptes. Et donc, du coup, forcément, on trouve toujours un petit peu son bonheur. Après, notre objectif reste toujours celui-là. C'est-à-dire qu'on aimerait tellement que les gens achètent les yeux fermés en se disant, même si j'ai pas le programme avant 6 mois, je sais que j'aurai mon bonheur. Parce que chaque année, en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'il y en ait vraiment pour tout le monde, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait les prix gradués avec les remises qui changent au fur et à mesure du temps. Évidemment. Petit sondage dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Combien de Japan Expo vous avez fait On a eu pas mal de gens. Ouais, je vois ça, donc je me dis c'est assez intéressant de voir combien de Japan Expo vous avez fait dans votre vie jusqu'ici. N'hésitez pas à nous dire le chiffre, c'est toujours... Une organisation super fluide. Ouais, je suis super fluide. 2, 5, 12, 10... Allez, on continue, messieurs. 18. On parlait du sondage visiteur, du coup, Thomas. Il est actuellement en cours, hein, donc on recommande vivement aux personnes qui si ont vous avez le temps et si vous avez envie, nous, ça nous sert vachement quand vous nous donnez votre avis. Et plus il y a de participants, plus on aura des résultats fins. Et donc, on pourra s'en servir au mieux pour améliorer le festival. On vous recommande vivement d'aller répondre, du coup, à ce sondage. Concernant les invités, messieurs, on a eu une belle sélection d'invités cette année, encore une fois. Et notamment les meet and greet de Psychic Fever qui ont cartonné. Hein. J'ai beaucoup de gens qui ont parlé de... On en a fait 3. On a tout d'abord mis en place la vente de 2 meet and greet. En 2 minutes, il n'y en avait plus. Du coup, on a discuté avec le management de Psychic Fever pour voir s'il était possible d'arranger une 3e séance. Ce qu'on a pu faire. Donc, il y a eu une 3e séance le samedi. Le samedi, ouais. Et c'est pareil, c'est parti extrêmement vite. Alors moi, j'ai pas mal suivi ça parce que c'était un peu une nouveauté de cette année, dans des nouvelles conditions, etc. Donc je voulais m'assurer que ça se passe bien. Il y avait un engouement non négligeable de la jante féminine parce que en fait, sur 180, il y avait un mec. Non négligeable, effectivement. Oui. Et beaucoup de japonaises d'ailleurs qui avaient, elles, pris les 3 séances. Elles étaient toujours quasiment dans les 3 premiers rangs. Encore une fois, je pense que c'est peut-être des choses qui sont difficiles à avoir au Japon. C'est ce qu'elle disait. Ça n'existe pas en général. Et puis alors, en fait, la première séance, c'était très amusant parce que je suis resté jusqu'au bout pour m'assurer que ça se passait bien, pour vérifier le timing, etc. Et du coup, ils ont fait un jeu pour gagner une photo avec eux. Donc la fille qui a gagné, elle était complètement... folle, toutes les autres étaient là, oh là là, c'est du dégoûté de la vie. Et à ce moment-là, une fois qu'on a eu fait cette photo-là, ils disent, et maintenant, on va faire une photo une par une avec tout le monde.
avec vos téléphones, Grand seigneur. Et là, d'un coup, j'ai cru qu'elles allaient toutes s'évanouir. C'est vachement sympa. Et c'était super sympa. Ouais. Ils ont vachement joué le jeu. C'était pas évident pour eux et pour toute l'équipe parce que on avait beaucoup d'étrangers, donc il fallait faire le truc en japonais, anglais, français, s'assurer d'oublier personne ou quoi que ce soit. Mais en fait, il y avait une super bonne ambiance. Les artistes, ils étaient contents. Combien de public 60 personnes à chaque fois. Mais ça fait quand même, ça fait des, on se rend pas compte, hein, 60 personnes pendant une heure, ça fait du boulot. Les artistes, ils se sont livrés parce qu'ils parlaient un petit peu de leur séjour sur Paris, machin. Ils répondaient assez librement aux questions. Il n'y a pas franchement eu de filtre. Donc oui, pour eux, c'est du travail en fait. Ils sont en représentation. Clairement. Ouais. Et puis tout sera retenu contre eux. C'est-à-dire s'ils font quelque chose de pas bien, et c'est hyper surveillé. Il y a les managers, mais les fans aussi en fait, parce qu'ils attendent quelque chose de leurs artistes. Il faut être concentré. Et ce qui est fort, c'est qu'ils sont hyper balèzes pour s'adapter en fait. Ça veut dire qu'ils sont capables d'être là, d'être en représentation, comme tu dis, mais c'est pas une représentation stoïque, quoi. Ils ont envie du contact avec les fans, ils ont envie d'avoir du fun avec eux, quoi. Et après, il y avait un groupe pas majeur comme Psychic Fear, UNPIA qui était là pour la deuxième année, qui sont des jeunes indépendants. Ils ont cartonné aussi. Ils ont cartonné aussi, et puis pour le coup, eux, 2 fois qu'ils viennent, non ? Ça fait 2 fois qu'ils viennent. Ils étaient venus aussi à Marseille, ça avait plutôt 3 fois alors. Bien marché. Ouais, ils ont fait 2 Paris et une Marseille, et ils nous ont dit à Osaka. Ok. Je crois que s'ils pouvaient, ils viendraient à tout le temps. Mais voilà, c'est des groupes, de toute façon, ces jeunes groupes qu'on essaye d'aider à se faire connaître. On aime bien avoir un plan sur plusieurs années aussi pour pouvoir se dire bon, bah, vous venez une année, vous vous faites connaître et puis vous revenez. Alors, pas forcément juste l'année d'après, parfois c'est 2 ans après, comme on a fait aussi avec les Kanagi Rabbits, etc. Pour qu'ils construisent un petit peu leur notoriété et leur fanbase, quoi, au final. Et l'avantage d'un groupe comme UNPIA, c'est que du coup, ils ont beaucoup moins de barrières, donc ils ont fait plein de trucs. Ils avaient comment on appelle ça, un photomaton, grosso modo, pour prendre les photos. Donc, ils ont déliré avec les gens, ils ont déliré entre eux. Et c'était vraiment très, très sympa. Et je pense que ça fait des bons souvenirs. Du coup, le meet and greet, on était justement en débriefing en train de se dire c'est bien si on trouve un moyen d'en faire de plus en plus, quoi, parce que ça plaisait vraiment. Quand tu vois le bonheur des gens dans la salle, tu te dis bon bah c'est aussi pour ça qu'on le fait, quoi. Voilà. Et puis ça crée des fanbases, et nous on a toujours ce combat, parce que tu parlais de défendre la musique, mais on fait ça à Japan Expo aussi parce qu'on veut de la musique à Japan Expo, mais avec cet espoir secret qu'en plus ça génère des tournées derrière, quoi. C'est vraiment notre objectif final. Monsieur Kaïda était aussi de retour cette année pour la seconde fois aussi. Hein. Et il était venu en 2022, parce qu'en 2022, au détour de rencontres, il nous a dit « Ah, j'adorerais venir en France ». En 2022, au retour du Covid, toutes les bonnes volontés étaient les bienvenues, donc on a sauté sur l'occasion pour le faire venir, même si on s'est dit c'est un peu court, et on lui a dit « On trouvera une opportunité de vous faire revenir ». Et il nous a dit « Ça tombe bien, va y avoir les 70 ans de Godzilla, on pourrait faire quelque chose ». Donc on a travaillé depuis 2022 avec lui, avec To, pour préparer l'expo que vous avez vue, pour préparer le livre que Monsieur Kaïda tient là, qui est un recueil d'illustrations qu'il a réalisé. Avec une super interview de lui dedans. Avec une belle interview de lui dedans, ouais, qui nous a gentiment accordé. Et donc ça, c'était vraiment un plaisir de le revoir. Il était vraiment très heureux. Après, c'est un monsieur d'un certain âge, donc c'est vrai que c'était assez éprouvant pour lui au final, même si... On parlait de chaleur, il était content d'être en France parce qu'il fait bien moins chaud qu'à Tokyo. Mais c'est vrai que, mine de rien, il a fait beaucoup de séances de dédicaces, pas mal de scènes, et les interviews, etc. Il n'a pas chômé. Donc, c'est pour ça aussi que ces gens-là, souvent, ne sont là que 3 jours, parce que c'est déjà beaucoup de fatigue physique pour eux. Et dimanche, il a été se balader, je sais plus, il a fait le Louvre et Orsay, je crois, un truc comme ça. Et ce qui est génial, c'est que Godzilla, ça a été bien plus que Yuji Kaida, en fait. On a eu la chance de faire un programme complet autour de Godzilla, avec des confs, avec Yuji Kaida, mais aussi avec Shinji Higuchi. On avait une projection de -1, non, de Shin Godzilla, oui, c'est mieux. Non, mais c'était perturbé par les images. Mais... c'est-à-dire que dans le chat, on a le droit à j'ai adoré l'expo était insane, et l'expo était un peu décevante. Donc, a priori, voilà, on n'a pas convaincu tout le monde. C'est pour ça qu'on recommencera.
Mais c'est vrai qu'on était très contents. On a collaboré là-dessus avec Nicolas Jantet, dont on a déjà parlé, avec Toho. On avait un beau collectionneur en plus qui nous a amené, je ne sais pas si vous avez pu voir les vitrines de jouets et tout ça d'époque, mais Jean-Baptiste nous avait amené un bout de sa collection et franchement, le résultat était bien. Techniquement, il y a des choses qu'on avait en tête avec un Godzilla encore plus grand, mais il devait dépasser et tout. On n'avait pas encore de moyens. Là, c'est vraiment un problème de fabrication. C'est que le Godzilla, il faisait 3 mètres déjà. Plus grand, ça devenait extrêmement compliqué. Donc, mais c'est bien, on a appris beaucoup de choses. En tout cas, on peut voir qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît Godzilla. Mais moi, quand j'étais petit, personne connaissait. Hein, c'est venu petit à petit. Aujourd'hui, ça fait partie vraiment c'est un truc de la culture japonaise que beaucoup de gens connaissent. Oui. Mais là, c'est amusant parce que Toho, ils ont quand même une petite tendance à s'internationaliser beaucoup. Parce que dans le livre ou dans l'expo, au début, quand je mettais les titres en japonais, on mettait Godzilla. Oui. Et ils m'ont fait enlever tout. Il faut écrire G-O-D-Z-I-2-L-A, même en japonais. Ah, d'accord, très bien. Mais voilà, donc c'est impressionnant comment. C'est peut-être aussi grâce à Legendary et au remake qu'ils ont fait là dernièrement, mais c'est vrai que Godzilla, c'est devenu plus qu'une icône de pop culture japonaise. C'était. Ouais, c'est sûr. Maintenant, c'est une icône mondiale. Enfin, il est connu et accepté par tout le monde. Et toutes les générations, des enfants aux adultes, tout le monde connaît. Hein. Ouais. Effectivement. Takuya Wada était aussi de retour à Japan Expo, pour le plus grand plaisir, je pense, des fans, qui était en dédicace du coup sur le stand de Mitsutake Sake. Ah, pas que. Il était sur nos espaces aussi, mais c'est vrai que Monsieur Wada nous a fait le plaisir de revenir. Alors, pour plusieurs raisons. À la base, c'était notamment parce qu'on voulait faire quelque chose autour de Ring, dont il était le directeur des effets spéciaux, et notamment parce qu'il nous a donné l'opportunité de rencontrer Ino Rie, l'actrice de Sadako, donc pour le premier Ring, hein, on s'entend. Et que pour nous, Ring, c'était un monument. Pouvoir aller un peu plus dans le cinéma sur cette année 2024, où on voyait que les éditeurs de manga étaient moyen chauds parce qu'ils avaient peur des Jeux Olympiques. On s'était dit que c'était une bonne chose. Il se trouve qu'en plus, Monsieur Terasawa nous a quittés et que Monsieur Wada était un fervent admirateur de Cobra. Il a travaillé dessus. C'est un de ses premiers travaux quand il était jeune. Et voilà, donc on avait plein de raisons de le faire venir. Et là, vous le voyez sur le stand de ce fabricant de saké qui a la particularité de faire du saké avec des bouteilles à l'effigie de Hokuto no Ken. Alors là, pour être très spécifique, parce que ça c'est mon domaine à moi, vous voyez une bouteille de saké et à côté une bouteille de shochu. La bouteille de saké, c'est celle avec l'étiquette imprimée, alors que la bouteille de shochu, elle est. Alors, on voit pas forcément bien sur la photo, mais la demoiselle, là, elle a une bouteille Ken ou Rai. Et Monsieur Wada a un coup de patte incroyable. Et du coup, sur ces bouteilles de saké, quand on connaît le personnage, savoir qu'il s'associe à des maisons de saké, en fait, ça fait 100% sens, quoi. C'est évident. En tout cas, il y avait de nombreux invités. Malheureusement, on va pas pouvoir parler de chacun d'entre eux ce soir, mais vous l'aurez compris, je pense qu'il y a eu des choses. Mais on les remercie tous d'être venus. On les remercie tous de s'être pliés au jeu et d'avoir rencontré tous les fans. Et on vous remercie, vous, de leur avoir fait cet accueil qui fait qu'ils sont repartis au Japon pour la plupart avec des étoiles et des souvenirs plein la tête. Faut savoir que même quelqu'un comme Monsieur Komuro, du fait que le public ait chanté à ses chansons, il savait qu'il existait à l'étranger, mais il ne pensait pas que les gens connaissaient et reconnaîtraient à ce point-là. Et du coup, c'est pour ça que Gateway a duré, je crois, genre 12 minutes au lieu de durer son temps standard. Une version longue. Voilà. Très très bien. Et il a kiffé. Concernant les expos, on a parlé de l'expo Godzilla qui était totalement magnifique sur le salon. Il y avait également l'expo Tokyo Revengers en collaboration avec Glénat. Ça, c'était un super projet. Assez atypique parce que on a eu une collaboration vraiment très poussée avec Glénat sur ce sujet-là. Ça nous est arrivé de travailler l'année dernière, par exemple, on travaillait sur Tsukasa Ojo en partenariat avec Panini, mais là, Glénat était impliqué dans la conception de l'expo, le choix des visuels, etc. Donc
on a vraiment poussé le truc assez loin pendant tout le montage. À chaque fois qu'on posait une bâche, un panneau, une moto, on voyait leurs yeux qui s'émerveillaient. Donc c'était passionnant. C'était pour la plupart des gens de l'équipe Glénat la première expo qui réalisait et la voir prendre vie. C'était vraiment génial parce qu'à la fois nous on avait la satisfaction et on voyait la leur aussi. Donc je pense que le public a bien apprécié. On avait des et trucs ils ont assez ramené exclusifs, des images hyper exclusives, notamment il y a, comme on voit là, des dessins qui sont faits par ville et notamment c'était Osaka, je crois. Ouais, c'est ça. Et ils ont eu le droit de réutiliser, ils ont obtenu le droit, ils se sont bataillés pour obtenir le droit d'exploiter ces images-là. Et puis il y a eu ce magnifique protocole avec différentes profondeurs pour donner des impressions le théâtre. de théâtre, voilà. Très bien. Le théâtre. Et évidemment, l'exposition hommage à Terasawa Sensei, qui était bien présente également. Et on a eu le plaisir dessus de présenter un prototype de figurine qui sortira à fin d'année 2025. Pour ceux qui l'ont vu, donc on avait Cobra et Dominique. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la première fois que quelqu'un pouvait l'avoir, le public pouvait l'avoir. Et en fait, il faut voir qu'il y a plusieurs versions des habits de Dominique, etc. Donc c'est vraiment un super projet. Ouais, il y a d'autres projets d'ailleurs, Cobra. Ouais. Et en fonction des jours où on visitait l'expo, on n'avait pas les mêmes costumes dans la vitrine. Okay. Ah ouais. Très bien. Ça, c'est un petit secret, ça. C'est bien. Fallait venir plusieurs fois. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui réclament Dorothée. Mais nous aussi, on l'a alors réclamé. j'ai vu ça, effectivement, le Club Dorothée. L'année dernière, on a eu Jean-Paul Césari qui est venu à l'occasion de Ojo. Mais c'est vrai que Dorothée, elle est venue en 2009. C'est quelqu'un qu'on invite régulièrement, mais qui est pas forcément a priori friand de ce genre de truc. Là, elle se remonte pas mal en ce moment, donc on a peut-être une bonne chance. Elle était présente à l'événement Goldorak. Oui, ça, Goldorak Experience. Elle est venue à Japan Expo au 15e anniversaire, je dirais. Enfin, elle avait fait quoi on l'a déjà vue de loin. Elle a été passée sur un stand parce qu'elle avait sorti un bouquin sur les années c'était en 2009, D'accord. c'était chez Cana, effectivement. Et c'était. Mais elle n'avait pas de conférence à ce moment-là. Non, elle a été juste venue signer son livre, mais ce qu'on aimerait, effectivement, c'est une belle conférence. qu'elle revienne, qu'elle fasse une conférence. Qui raconte, quoi. Mais là, par exemple, moi j'étais à Goldorak, j'avais filmé justement pour le 101%, et elle donnait des anecdotes de la diffusion du premier épisode de Goldorak. Elle expliquait que l'opérateur Magneto était choqué par la violence de la série et a dit je veux pas le passer, je m'oppose à ça, enfin moralement c'est pas possible, on peut pas passer ça. Et à l'époque les techniciens ils avaient un peu tout pouvoir dans le studio et ils ont dû négocier et l'épisode finalement est passé et après c'est devenu historique comme on dit. Mais elle a des anecdotes que j'ai trouvé ça intéressant comme anecdote et ça en dit long sur la manière dont Goldorak était vu à l'époque. Donc, mais Dorothée, si vous nous entendez, quand vous voulez. Mais que ce soit elle ou même la plupart des gens de l'équipe du Club Dorothée, la porte serait ouverte, je pense. On serait ravis de les accueillir. On en parlait justement puisque dans le genre préparatif, 2026 c'est 25 ans de Japan Expo, donc il y a des brainstorming et tout. Et à chaque fois, effectivement, qu'on fait ce genre de choses, on dit et Dorothée alors. Ah bah oui, pour les 25 ans, pour le Japon, pour les... Bon. En tout cas, on lui passe un petit coucou si elle nous écoute. Vous êtes la bienvenue si à Japan Expo. Quelqu'un qui la connaît nous écoute. N'hésitez pas. Allez. Quelqu'un qui souligne qu'il n'y a pas eu d'hommage à Akira Toriyama, j'imagine que vous avez dû y penser. Mais voilà. Il faut être patient. Il y a eu des très petits frais. trucs faits à droite à gauche. Voilà, il y a des petits tout ça, mais un hommage officiel ne peut pas avoir lieu pour le moment. De toute façon, il faut bien voir que dans tout ce qui est tradition, c'est shintoïste ou bouddhiste je dirais bouddhiste, mais je ne mettrai pas. Ils vont célébrer son décès un an après. En fait, et du coup c'est un peu bloqué, je dirais pratiquement pendant ce truc-là, sans compter qu'il y a quand même un flou sur les droits, la succession et tout ça. Quand il y a des licences qui sont aussi puissantes que celle-ci, quand le créateur décède, malheureusement, ça génère des petites guerres de succession, quoi. Donc il faut laisser tout ça couler un petit peu et on en reparlera. Mais il en a parlé au Japon en avril et clairement c'était trop frais dans la tête des Japonais pour qu'on puisse envisager quelque chose et on voulait pas
faire un truc. Mais c'est important que vous le disiez parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah mais ils y ont pas pensé, mais ce genre de truc bien sûr qu'on y pense et quand vous voyez pas quelque chose. Il était vraiment dans notre cœur. Voilà. Enfin, je veux dire, même quand on prend on parle toujours de génération. Jean-François il fait souvent référence à la génération Goldorak, la génération Dragon Ball quoi. On est redevable. Puis il y avait Brigitte. Il y avait Brigitte, effectivement. Au niveau des conférences, il y a eu du Demon Slayer. Demon Slayer avec des seiyuu. Effectivement, Natsuki Hanae, la voix de Tanjiro, et Yuma Yakahashi, producteur de la série, qui était aussi présent. Et c'est vrai qu'on nous demande souvent des seiyuu. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, souvent les seiyuu viennent, il faut une conférence, ça dure 30 minutes. Donc, même pour les gens qui sont fans et qui suivent Japan Expo, on les a pas forcément vus, mais on nous a même redemandé ça en conférence de clôture. Genre, on a rappelé qu'effectivement, on avait eu la voix de Naruto qui est déjà venue par le passé. Enfin, on en a eu énormément des seiyuu, mais c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des grandes apparitions publiques, ils feront pas de dédicaces. On a poussé dans tous les sens pour que Saori Hayami fasse des dédicaces. C'était juste pas possible, parce que c'est quelque chose qu'ils font pas au Japon et qu'ils veulent pas faire ici, parce qu'on l'a vu, je parlais des Japonais qui venaient voir Psychic Fever, il y aurait eu une invasion de Japonais pour les dédicaces de Hayami-san, donc tout ça, effectivement, c'est un petit peu le... je vais pas dire le vedettariat, mais voilà, le star system au Japon fait que les seiyuu, c'est quand même le top du top, et même quand ils vont à l'étranger, on parlait de leur faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire au Japon. Les seiyuu, c'est encore un peu de travail avant qu'ils se lâchent. C'est vraiment très codifié. Effectivement. Donc, une conférence Demon Slayer qui a eu lieu. Il y a eu les Daruma également sur la Sentake. Je sais pas, on les a pas ce que c'est. Tu les as vus, toi? Non, pas encore. Ah, mais c'était présenté par Olivier Fallet. Presque. Ah non, c'était présenté par toi. Oui. Les Daruma, évidemment, là, un très beau projet. Et cette année, du coup, qui récompense les meilleurs mangas animés de l'année, effectivement. Cette année, une très très belle sélection. On vous recommande vivement d'aller sur le site de Team Manga et Japan Expo pour aller voir tous les gagnants. Mais les grands gagnants de cette année, pour le manga notamment, le meilleur manga de l'année, c'est Sakamoto Days. Qui remporte le prix cette année. D'ailleurs, on l'a peut-être pas dit en live ici, je me souviens plus, mais dans le tome 14, du coup, le dernier tome paru actuellement de Sakamoto Days, il y a la préface de l'auteur où il parle du Daruma qu'il a gagné en 2023 pour le meilleur manga d'action. Mais il gagne c'est tout un le petit temps, plaisir. En fait. Alors, c'est genre, il a un abonnement, c'est une carte Navigo Daruma. Les gens votent, les gens ont voté, et les gens ont voté pour Sakamoto Days. Et pour l'animé, c'est Frieren qui a gagné cette année, donc aussi une très très grande série très très appréciée qu'ils ont remporté cette année. Si vous voulez savoir tous les prix, n'hésitez pas à aller checker. Vous aurez un lien dans le chat très bientôt, n'est-ce pas? Exactement. Autre conférence, il y a déjà eu. Retrouvez-le. Autre conférence qui a très bien marché, il me semble, sur le salon, c'est le duel de cartes Yu-Gi-Oh! Le duel de cartes Yu-Gi-Oh! Qui a eu lieu entre Laurent Sao, la voix de Yugi, et Neissim Guetta, si je prononce bien son nom, excusez-moi, la voix de Kaiba, la VF de Kaiba. Ils ont reproduit une sorte de duel sur scène, et je crois que ça a plutôt bien marché. J'ai eu beaucoup de choses passer sur les réseaux, moi j'étais pas mal. Beaucoup plus. J'ai pas vu la quantité de gens qu'il pouvait y avoir exactement, mais on a beaucoup parlé, effectivement. C'était... Oui, ils avaient bien préparé les decks pour que sorte la carte au bon endroit, pour que ça respecte l'histoire. Il paraît que c'était vraiment fun. Ouais. Ça devait être marrant. Mais ce qui est sympa, c'est toutes ces mises en scène en fait entre eux qui sont pris au jeu de ça, les deux York qu'on a fait se rencontrer, des choses comme ça qui se passent sur scène et qui créent du coup des événements un peu exclusifs, quoi. Exactement. Pour le coup, ça, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont pu le voir, même si vous n'étiez pas là, parce que la Sentake, elle était streamée. Effectivement. Donc on était content de pouvoir vous proposer ce genre de programme. Autre chose qui était très attendue par les fans, c'est Hololive. Ils étaient bien présents. Ah oui, très présents. Et très très vocal. Hein. On entendait bien le fait qu'ils adoraient rencontrer. Alors, bilan de Hololive à Japan Expo. Il y avait Hololive et Hololive. Là, on voit la conférence et il y avait aussi le stand. Et c'est vrai que du coup, sur le stand, dès qu'il y avait une animation, il y avait un attroupement assez impressionnant de gens. Et il y a eu des moments un petit peu amusants avec le recul, mais pas forcément sur le moment, parce que effectivement, quand il y avait des événements comme ça faisait pas mal de bruit. Et du coup, on avait les techniciens de la Sentake qui venaient voir les gens d'Hololive en disant vous pourriez baisser le son, sauf qu'en fait, le son
c'était pas le son diffusé, mais c'était le le public son des et la gens. réaction des gens. Donc, Et du coup, ils avaient du mal à contrôler. Mais ouais, les gens étaient hyper. Vous leur mettez un hall pour eux la prochaine fois. Ça fait partie des options de se dire que vu qu'il y a, on a eu Niji Sanji qui est venu, on a Hololive qui est venu là, si on arrive à avoir suffisamment comme ça de participants, d'avoir peut-être pas un hall, ça serait très très, très grand, mais d'avoir un beau village VTuber, ça ferait sens et ça permettrait justement de les mettre à un endroit où tout le monde puisse s'exprimer sans que les voisins soient pénalisés, quoi. Pire, ils feront la guerre entre eux, quoi. Voilà. Parce que la guerre de voisinage, c'est quelque chose que vous gérez chaque année. Ah oui. C'est toujours compliqué parce que dans ce genre de salon, quand on vient, forcément, on est sujet au bruit du voisin. Et ce qu'il faut, c'est que ça reste raisonnable. Je sais que, par exemple, nos amis de Noob étaient contents d'être dans la partie plus jeux vidéo parce qu'ils présentaient leur jeu qui est sorti sur Switch et qui me disaient même au Japon d'ailleurs, donc c'est assez génial. Mais du coup, être dans le village jeux vidéo, c'est beaucoup plus bruyant. Donc pour parler avec les gens qui venaient juste comme ça, à prendre des nouvelles, faire des dédicaces, la grande époque de Coucou Circus qui faisait pas mal de décibels aussi. Du coup, c'est toujours délicat de venir voir en disant c'est super, tout le monde s'amuse. Après, il y a même des gens le dimanche soir qui avaient un peu oublié qu'à 18h30 c'était fini, donc il fallait aller dans les stands qui faisaient du karaoké encore le dimanche soir à 18h32 pour leur dire on a des noms. Il faudrait arrêter maintenant. Et on trouvait des gens un petit peu partout là où ils avaient un peu oublié qu'il n'y avait pas de Japan Expo le lundi, quoi. Donc il fallait arrêter quand même, il fallait courage. Et puis voilà, et puis après il y a un côté paradoxe parce qu'on parle d'ambiance, donc ambiance dit bruit, mais en même temps il faut faire attention de ne pas atteindre un genre de point de non-retour où ça devient too much en fait. Et tout le jeu des équipes chez nous, c'est de maintenir en collaboration avec les exposants et tout, en discutant, en échangeant, juste en parlant parfois, de maintenir comme ça cet équilibre entre le son, le blocage des allées aussi, parce que c'est super d'avoir un attroupement devant une foule en délire devant quelque chose, mais si ça verrouille toute une allée et que derrière plus personne circule, c'est pas bon non plus. Et du coup, il y a toutes ces équipes là qui travaillent tout au long du festival pour maintenir ce fragile équilibre entre le moment où on est tous à fond et le moment où on est too much. On pourrait parler de bon nombre d'événements, de conférences qui ont eu lieu, notamment celle de Manga Plus, avec la participation de l'auteur en vidéo de Kagurabachi. C'était quand même une nouveauté pour nous, parce qu'effectivement, nous, on aime les événements live, on aime que les artistes soient là avec vous pour partager ces moments-là. Là, c'était effectivement un peu la cerise sur le gâteau, parce que la conférence en elle-même, elle existait sans la participation de l'auteur. Mais quand on nous a proposé de faire en plus intervenir l'auteur, c'était une occasion de tester un nouveau format, d'avoir un artiste qui est vraiment d'actualité, qui est très occupé, donc qui n'aurait certainement pas pu venir en France, mais de vous le faire rencontrer par visio interposé, quoi. Voilà. Tout en leur disant bien, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Hein. Effectivement. Tu l'as vu, toi, du coup, cette conférence, Alex ? Non, t'as pas. Ça fait partie des choses. On était très contents au niveau technique. Il n'y a pas eu un pet. Ça, c'est hyper cool parce que ça, c'est le danger quand on travaille. C'est qu'il y a une rupture de faisceau. Et là, du coup, c'est les éditeurs de Manga Plus Shueisha et du coup le Tanto notamment de Kagurabachi qui étaient sur place, eux, physiquement présents. Et l'auteur qui était en visio. D'ailleurs, les éditions Canon ont profité pour annoncer le manga, la sortie du manga en France pour début 2025. La cerise sur le gâteau de fin de conférence, ça. Donc voilà, ça c'est aussi un élément fort du salon. Les concerts, évidemment, on a parlé de Tetsuya Komuro, ça a été un succès phénoménal. Ils aiment bien la conférence sur Cobra. Aussi, évidemment. Gentil, mais... Non, j'y étais. Oui, je sais bien, c'est pour ça que si tu veux dire un petit mot, c'est avec plaisir. Mais Tetsuya Komuro, c'était un succès, effectivement, on en a parlé pendant un petit moment déjà. Starry Sky également, qui était présent le samedi sur Ichigo. Avec une chorale de ouf. Ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment sympa, c'est que Starry Sky, ils ont compris qu'on serait ravis de les accueillir régulièrement, à condition qu'on ne tombe pas dans une routine. Donc du coup, là-dessus, ils jouent vraiment le jeu. Et cette année, on avait une chorale avec eux. Donc c'est une chose qu'on n'avait jamais fait avec eux, mais qu'on n'avait jamais fait court, et on s'est retrouvé du coup avec cette chorale sur scène, une nouvelle expérience pour nous, mais c'est vraiment quelque chose
kiffant de faire des nouveautés comme ça, qui en plus plaisent beaucoup au public, qui ont beaucoup plu aux artistes. Donc c'est vrai que c'était vraiment sympa. Très très bien. Après, je le lisais C'est vrai que par contre, la scène Yuzu, les Japonais, ils connaissent pas bien les limites en termes de puissance sonore. Donc moi, je suis passé un certain nombre de fois à leur faire essayer de baisser, mais on se Ils n'ont pas les mêmes règles au Japon. Ah non, ils n'ont pas les mêmes règles. Au Japon, ni les mêmes règles, ni les mêmes habitudes. Hein. Le cumul des deux, c'est... Ils ont envie que ce soit le plus fort possible, sauf qu'à un moment donné, on perd quand même un peu en qualité et puis en confort pour les gens qui sont dans la salle, parce que quand je vois en régie qu'on est à genre 105 décibels, quand on est au premier rang, j'ose pas imaginer ce que ça peut donner. Malgré la très très bonne qualité de l'installation sonore, comme c'est pas une salle faite pour des concerts, ça résonne. Ça résonne, le sol, il est à moqueter pour absorber le son, donc du coup moi je sais que pendant les Psychic Fever on était devant, les stands qui sont devant, t'avais le sol qui tremblait quand même, donc le sol en béton n'était pas notre meilleur ami à ce moment-là. Incroyable. Après les différents exposants étaient plutôt cool là-dessus, en se disant bon bah c'était ponctuel, on n'a pas fait, c'était pas une salle de concert non plus, ils avaient pas ça toute la journée, quand c'est les conférences c'est plus calme, mais c'est vrai que il faudra qu'on pense à l'avenir à s'assurer qu'il n'y ait pas un tournoi, et notamment la finale d'un tournoi de jeu de cartes ou un truc comme ça, au moment où un concert se passe en Yuzu, parce que là tu fais plus de ton tournoi. Les gens ont l'air d'avoir vachement apprécié Sleepy C et sa conférence, c'est revenu plusieurs fois dans le chat. Effectivement, et dans les auteurs coréens, on a aussi accueilli Yoon, que nous on a connu sur la première vague de BD coréenne avec le nouvel Ongyonshi, et qui a la particularité d'avoir travaillé aussi bien au Japon qu'en Corée. Et il a parlé de ça, a priori c'était aussi hyper sympa. Très intéressant. Et alors du coup, juste pour avoir plus d'infos, quand on dit le son c'était vraiment désagréable, parce qu'on peut baisser la puissance sonore, mais qu'est-ce qui vous a posé problème sur le son? Est-ce que vous étiez exposé à côté, etc.? Faut pas hésiter à nous donner plus d'infos. Moi limite pendant Komuro, je trouve ça un peu faible. Je pense qu'on les avait vraiment stressés sur le côté allez-y doucement, faut pas. C'est un peu timide quoi. Ouais. Pour un truc, c'est une musique un peu club, un peu électro. Ouais, tu disais Cookie-san ? Cookie-san, en termes de musique, qui était aussi présent, qui a présenté en avant-première sa collaboration avec Yuka, qui est un ou une artiste, j'imagine. Une artiste venue à Japan Expo en 2023. Donc la collaboration est née plus ou moins aussi de Japan Expo. C'est cool d'en parler aussi. Et c'est une belle collaboration. Le clip sort le 26 juillet. Voilà, sur la chaîne de Cookie-san. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Vous avez une interview de Cookie-san et de Yuka à ce sujet-là, dans le 101% dont j'ai parlé précédemment. La boucle est bouclée. Ah oui, ça c'était une anecdote que je vois qu'on a retenue, mais pendant la projection de Gundam Seed Freedom le soir là sur Kuri, et les hommes de ménage, ils avaient eu une bonne idée de venir nettoyer avec la grosse balayeuse juste tout autour de la scène. Donc pour ceux qui étaient dans la salle, ils m'ont peut-être vu, j'ai sauté en dehors du restaurant et j'ai été chassé à coups de pied au cul le mec du ménage qui était là avec sa grosse machine en train de balayer, alors qu'il y avait juste 130 000 mètres carrés qui pouvaient aller nettoyer avant de venir nettoyer la scène en pleine diffusion de Gundam, quoi. J'étais fou, quoi. C'est des petits couacs qui peuvent arriver, effectivement, mais ne vous inquiétez pas. Monsieur Jean-François est venu à la rescousse. Voilà, et puis ça, on aura peut-être l'occasion d'avoir plus votre avis, mais c'est vrai que moi, la nouvelle scène Kuri, ça m'a beaucoup plu. La disposition, voilà, on a un bon début on entend ce qui se passe aussi. D'évolution. Moi, je trouvais qu'avec l'octogone, on entendait bien mieux les conférences qu'avant. Qui parle d'Arnaud Laurent, excellente conférence d'Arnaud. Un gros travail de préparation de sa part. Mais oui, j'ai vu tellement de conférences où c'est sympa, mais ça, voilà, c'est un peu comme si de Gingua. Là, c'était parfait, c'était c'était chronométré au millimètre avec des effets qui marchent. Le mec était hyper dynamique, il savait exactement ce qu'il faisait, et franchement au niveau du contenu c'était super. On a passé tellement en revue tellement de mots, de jargon, j'ai appris plein de trucs. Enfin, c'était vraiment une des meilleures conférences que j'ai vues. Effectivement. En termes de nouveautés, il y avait beaucoup de choses, notamment les stands japonais avec Manga Plus qui étaient présents pour exposer, pour une petite exposition et vente de goodies de leur série phare. On a eu plein de pop-up stores en fait. C'est ça, il y avait Aniplex Animate. Aniplex Animate, il y a Nintendo, il y en a eu plein. Les Moomins aussi.
Voilà, c'était une des particularités de cette année. J'ai pas envie de dire nouveauté, parce qu'il y a toujours eu des goods à Japan Expo, n'est-ce pas? Mais c'était la première fois qu'on avait autant de pop-up stores comme ça, dédiés à des marques, à des licences. Ça, c'est le Nintendo Pop-Up Store. Ouais, ça a été déboîté. Ça, on voyait bien. Le Manga Plus, je sais pas si tout le monde s'en est bien rendu compte, parce que c'était vraiment au cœur de leur stand, et c'était... Voilà, ils voulaient montrer leur licence. C'était assez discret. Et du coup, il fallait aller derrière, sur le côté, pour acheter. Mais par contre, il y avait quelques goods exclusifs sur ce stand-là qui étaient vraiment très sympas. Et des goods manga, pas animés. C'est ça, et beaucoup de sold-out à la fin du salon. En tout cas, je les ai vus passer. Il y avait Side Games également qui était là avec un store, le live, on en a parlé également. Nintendo qui a cartonné, je crois. Ouais. Nintendo, le jeudi soir, ils avaient une grande question à me poser, c'est peut-on rester ce soir pour agrandir le comptoir? Parce qu'en fait, ils avaient un problème d'encaissement à la fin, ça avançait assez vite, mais ils n'avaient pas prévu assez de caisses. Donc le jeudi soir, ils sont venus, ils ont construit 3 mètres de comptoir en plus pour pouvoir avoir des caisses en plus et faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui puisse aller dans le pop-up store, parce que leur tristesse, c'était pas forcément de ne pas vendre, mais de voir tous ces gens qui parfois faisaient la queue pendant un certain temps, et puis à la fin, ils avaient 2 minutes pour rentrer, voilà. Donc, et ils ont été capables de s'adapter en une soirée, quoi. Et en une soirée, ils ont construit ça, et ils ont tout mis en place, c'était vraiment incroyable. On parlait de la Senkuri et les nocturnes. Il y a eu plusieurs nocturnes, quasiment chaque soir, évidemment. On va éviter le le jeudi, notamment. Vendredi, samedi, il y a eu des belles projections de différents. Et les autres soirs, pas de machine. Pas de machine. Oui, le premier soir, je pense que... Non, c'était quand d'ailleurs? La machine, ça devait être vendredi. Et du coup, il y a une intervention de Komuro pour le samedi soir, pour Gundam. Oui, parce qu'il a fait le générique. Il a fait un des génériques, ouais. Okay, vite fait. Gundam Sin Freedom. Ouais, 5 minutes. D'accord. Bon, mais cool, il est venu faire son petit coucou, on le voit sur le... c'est sympa. Nouveau point animation, cette année également, avec les gens. Mais en fait, il pouvait pas faire tellement plus que ces 5 minutes, parce qu'en même temps, il devait courir entre les interviews, les répétitions, les machins. Il était très très occupé quand il est venu sur le salon. Ouais. Et hop, il s'est glissé dans le point animation, tu disais. Ouais, avec la nouvelle version des gens. Ouais, alors nouvelle version, effectivement, pour ceux qui avaient des billets des années avant, c'était un peu le dernier moment pour les utiliser. C'est un peu comme le nouveau franc. Voilà, quand on est passé à l'euro. À une nouvelle version du Gen, parce que le souci qu'on peut avoir avec ce genre de tickets, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les gardent. Et donc du coup, on a beaucoup de billets qui sont dans la nature mais qui ne nous reviennent pas. Ce qui pose différents soucis, c'est que par exemple quand on en donne à des assos ou autres clubs qui veulent faire des activités, par exemple les coupures de sang, on en a quasiment plus. Et il y a des gens qui les gardent parce qu'ils veulent le garder en souvenir, et puis il y en a d'autres qui les économisent. Et donc du coup ça crée un autre problème, c'est que quand on garde trop longtemps le même billet, à la fin ils viennent avec bonjour, j'ai tout ça. Et du coup régulièrement on change un petit peu notre monnaie pour justement épurer tout ça, parce que sinon on a toujours l'inquiétude qu'ils viennent un jour avec tellement qu'ils prennent tout d'un coup et il n'y a plus rien pour les autres. Mais ça va, on est bien doté. Et du coup, on a distribué, c'est une information qui est rigolote, ça. Il y a 2 millions de gènes. 2,3 millions de gènes ont été distribués cette année en dotation, dont 2 grandes figurines Oniri. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est que... Les gènes? Oui. Alors, c'est comme des yens, mais de Japan Expo, déjà. Donc, c'est la monnaie locale, on va dire. Pendant le festival, il y a plein de concours que vous pouvez faire sur scène, des concours que vous pouvez faire sur les stands associatifs, sur les stands de clubs, etc. Et quand vous gagnez, des fois, vous gagnez un cadeau, mais souvent, vous gagnez ces billets, ces gènes, cette monnaie Japan Expo que vous pouvez venir au point animation échanger contre différents cadeaux. Donc, j'ai pas le chiffre en tête exactement, mais par exemple, vous allez avoir pour 100 gènes, vous pouvez avoir un pins, et puis pour 500 gènes, vous allez avoir un manga, et puis pour 1000 gènes, vous allez avoir un Blu-ray, et puis voilà. Et là, on avait pour 80 000 gènes les grandes figurines on avait du Naruto, on avait... plein. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui font ça sur plusieurs années. Et du coup, a priori, il y a une des personnes qui est repartie avec sa figurine à 80 000 gènes parce qu'elle avait économisé ses gènes.
Depuis 2017, quand même. Mais c'est dans l'appli ou c'est en physique? C'est en physique. C'est en physique. C'est les billets. Tu repars avec les billets. C'est pour ça qu'il y a des gens qui repartent avec le souvenir, en fait. C'est un truc que je connais pas trop. Donc, du coup, c'est marrant d'apprendre ça. Effectivement. Il faudra suivre ça avec les équipes en vidéo la prochaine fois. Ouais. Effectivement. Et oui, on peut gagner autant en une seule JE parce que notamment alors les concours de cosplay, il y a une belle dotation, mais il y a pas mal de jeux comme ça, même sur le Japan Expo Game Show. Donc les jeux qu'on a organisés cette année qui étaient animés par Mitsu, qui font participer 2 personnes du public avec des invités. Et quand vous gagnez ça, vous gagnez quand même pas mal. Et voilà. Après, il y en a effectivement qui font plusieurs Japan Expo dans l'année, qui font plusieurs Voilà, et c'est à tous les Japan Expo, toutes les éditions de Japan Expo. Hein. Compris Osaka. Alors ça va pas dépendre de nous. J'adorerais. Voilà, ce serait rigolo d'avoir des gens à Osaka aussi dit, mais pourquoi pas. Hein. On en reparlera en temps et en heure. Et les anciens gènes sont morts. Alors je sais plus si c'était la dernière fois ou si vous avez encore une occasion, mais effectivement quand on a déjà fait le rappel plusieurs fois, donc c'est dommage que vous n'ayez pas participé aux émissions Twitch avant, mais on a fait un peu le rappel justement pour épurer les anciens gènes parce que ça fait un petit moment qu'ils sont en circulation. Ils ont dû être mis en circulation en 2017 ou 2018. Donc voilà. Qui dit Japan Expo dit son petit lot de problèmes. Après tout, c'est comme ça peut pas se faire aussi bien qu'on aimerait que ce soit. Cette année, il y a eu quelques petits couacs qui ont toujours été réglés, en tout cas en temps et en heure. Notamment les petits problèmes informatiques. Ça, c'est t'es habitué maintenant, Jean-François, j'ai l'impression. On adore ça, les petits galères. problèmes informatiques du vendredi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Trop de Daisuki, mais qu'est-ce on encourage le public à liker sur l'appli Japan Expo, donc de mettre un Daisuki sur les événements que vous aimez, sur les artistes que vous aimez, sur les stands que vous aimez. On vous encourage à mettre des Daisuki. C'est super, mais sauf que là, il y en avait tellement que la table qui contient toutes les données de Daisuki, elle était devenue énorme et ingérable et elle a bloqué tout le système. Donc on a perdu une petite heure le temps de la purger un petit peu parce que effectivement il y avait un léger manque d'archivage. On avait trop de likes. On avait des likes depuis 2016 je crois. Donc forcément ça faisait beaucoup de monde. Et le problème qu'il y a, c'est que cette requête, elle était utilisée à peu près tout le temps. Donc, dès que vous lanciez l'application, ça recherchait ce genre de choses. Et ça paralysait tout le système. Donc, pendant une petite heure, là, on a eu un gros souci sur le serveur. Donc, on pouvait plus acheter en ligne. On pouvait, on pouvait plus pointer les staffs pour dire qu'ils travaillent. Qui marchait, les dédicaces marchaient plus, etc. Donc, c'était un peu out pendant une heure le vendredi matin. Et puis après, c'est reparti de plus belle. On avait désactivé ça temporairement. Et puis voilà. Mais c'était un peu triste d'imaginer tous ces gens à qui on avait dit de mettre des Daisuki, voir leur Daisuki disparaître pour que le site renaisse, quoi. Et c'est les aléas de l'informatique. Et le site, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que il date de 2013 maintenant. Et il va être temps qu'on le fasse évoluer. Les technologies ont beaucoup évolué. Donc on en prépare un pour 2025. Et ce plan Daisuki a été la dernière preuve qu'il était vraiment temps d'y aller. Il y a The Crow _4 qui dit jamais compris l'intérêt des Daisuki. C'est pour vous que c'est intéressant, c'est pour savoir. Alors nous, ça nous permet effectivement de se dire oula, cet événement-là, il y a beaucoup d'attentes, donc par exemple sur les projections, etc. Ouais. Mais après, pour vous, ça permet de les retrouver plus facilement, c'est-à-dire que vous pouvez filtrer pour voir que ce que vous avez sélectionné. Ah oui. Alors ça, c'est la partie un petit peu contenu. Et puis dans les agendas, vous avez en plus l'opportunité d'ajouter à votre agenda et d'avoir votre agenda avec tout ce que vous avez mis comme événement. Mais les Daisuki, par exemple, si vous parcourez la liste des stands et que vous vous dites tiens, j'irais bien voir ce stand-là, ça vous permet après de retrouver les stands que vous aviez envie d'aller voir. D'accord. Parce qu'on l'a dit à maintes reprises, mais venir à Japan Expo, ça s'improvise pas, il faut le préparer à l'avance. Ouais. Il faudra toujours le répéter, il y a toujours des gens qui découvrent. On a découvert une corrélation directe entre la satisfaction de la visite et le fait de l'avoir préparé ou pas. Oui. Donc c'est indéniable, il faut préparer sa visite. C'est une des magies du festival, c'est qu'il y a plein de trucs dans tous les sens. Donc si on vient et que juste on se laisse porter, on peut avoir une belle expérience, mais on peut aussi être dégoûté de la vie en disant « Ah, j'avais pas vu ce truc-là là-bas ». Peut-être pour une première fois, ça peut être une expérience intéressante de découvrir comme ça, mais c'est vrai que dès la deuxième, c'est bien de
de savoir exactement ce Nous, qu'on on va a faire. été traumatisés avec Thomas par une dame qui avait un billet zen, la vache. qui est venue nous voir le dimanche à 17h pour la conférence de clôture en disant « C'est dommage que vous n'ayez pas un espace avec une scène et des événements traditionnels, Ah oui, culturels. » Elle n'avait pas vu Sakura du tout. Ah oui, Sakura, culturel. Ni Voilà, Sakura, mais ni 4 jours, elle Wabi était Sabi. zen, quoi. Et du coup, on s'est dit « Non, mais... » Et a priori, elle était déjà venue. Donc, c'était triste. c'est vrai qu'on le dit souvent, Voilà, faut préparer votre venue. On parlait des problèmes d'informatique, mais il y a eu quand même des nouveautés informatiques intéressantes, puisque là, je vois que la carte interactive semble avoir été bien appréciée. bien marché, ouais. Moi, je trouve qu'elle était vraiment bien. Il y a encore, pour une premier jet, c'était vraiment top. Il y a encore des choses à progresser, mais forcément, vos retours sont importants là-dessus. Parce que le fait de pouvoir zoomer et pas avoir le truc à télécharger qui faisait un poids de fou, là, donc c'était vraiment top. Spy Family en VF, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas réussi à avoir les droits de la VOST et un master pour la VOST. On parle de la diffusion du de la film diffusion Code White. de Code White le soir, effectivement, et du coup, ça, on l'a su beaucoup trop tard pour pouvoir l'annoncer. Et ils étaient un peu embêtés. Voilà, mais on avait le choix très entre embêté. pas ou VF. Après, comme c'était un peu dommage de faire venir la comédienne de doublage de Yor du Japon pour diffuser la VF, même si Adeline, qui était la voix française de Yor, était là aussi. C'est vrai que... oui, puis Japan Expo, quoi. Voilà, c'est un peu... En termes de concept, voilà. Mais ils se sont vraiment battus. Enfin voilà, on peut pas leur jeter la pierre. Ils se sont vraiment battus pour ça, mais pas passé. C'est quoi l'anecdote avec un chat là le jeudi matin? C'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant. Ah oui, en fait, c'est un grand parc. Pour ceux qui se baladent à pied pour aller au parking, par exemple, vous êtes peut-être déjà tombé nez à nez avec des lapins. Il y a des chats aussi, et il y en a un notamment qui a eu envie de faire ses besoins dans la régie de la scène Sakura, et donc sur des fils. C'était top. Mais je crois même que ça a fait sauter un truc, non? Ah, ça a fait sauter un truc, ouais. Voilà, mais la scène, a priori. Parce que ça fait pas bon ménage avec les câbles. Non, ça fait pas bon ménage avec les câbles. Voilà, mais c'est un parc sauvage. Il y a des animaux partout, des petits lapins, des petits chats, c'est mignon, mais sauf quand ça fait ses besoins là où il faut pas. Effectivement. Bon, c'est plutôt marrant. Après, c'était pas vraiment un problème, mais on était un peu triste pour la diffusion de ReZero. Ouais. Ah oui, c'est ça qui était annulé malheureusement. Voilà, ça on n'a pas eu l'occasion d'en dire beaucoup, mais la diffusion de ReZero se faisait quelques jours avant à Anime Expo. Et en fait, il y a eu plein de leaks. Donc les gens ont filmé le truc pendant la projection à Anime Expo. Les ayants droit, ils ont dit les Japonais ont tout bloqué en disant on veut pas prendre le risque qu'il y ait le même genre de phénomène à Japan Expo Paris. Généralement, sur ce genre de projection, on est assez tranquille. Nous, on a des équipes qui sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas des petits rigolos avec des téléphones ou des caméras, etc. Donc, on a toujours su gérer ça. Et puis, le public de Japan Expo est un public exceptionnel. Je pense qu'ils sont plus disciplinés. Voilà. Mais là, très responsable. Anime Expo, cette année, alors que ça se passe généralement plutôt bien, mais cette année, ils se sont loupés sur... Après, c'est vrai qu'il suffit d'une personne. Les fautifs, c'est pas les Japonais. Les fautifs, c'est les gens qui ont fait les leaks. Oui, parce que les Japonais, ils auraient adoré qu'on fasse la promo de ReZero en le diffusant, mais entre faire la promo et avoir des leaks, ils ont préféré ne pas faire la promo, effectivement. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, c'est pas de votre ressort, ni de ceux des fans français en tout cas. Et puis c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est comme ça. On va parler de cosplay, évidemment. Qui dit Japan Expo dit cosplay. On va parler de l'ECG, notamment avec les gagnants de cette année. Oui, on a ouvert l'ECG. Qui est passé de European Cosplay Gathering à Extreme Cosplay Gathering, et ça a pris toute son sens. Parce qu'on avait plein de sollicitations d'autres pays en dehors de l'Europe. Au bout d'un moment, tu ne sais pas quoi en faire. C'est comme l'Eurovision. Ouais, mais on ne voulait pas rester Eurovision en ayant... L'Eurovision où tu as l'Australie qui... Voilà. Moi, ça me fait bizarre. Donc, on s'est dit, si on doit avoir l'Australie, on ne va pas s'appeler Euro. On a gardé le E. Parce que vous avez choisi Extreme, quoi. Ouais, c'est qui a trouvé ça? Ok. Ça doit être moi. Il y a des chances, oui. Non, et il y a Benjamin aussi qui était dans la boucle, etc. J'avoue que le nom, pendant un moment donné, on s'était parti sur du XCG, puis finalement, on a préféré garder notre ECG, puisque le nom ECG est bien resté dans les... C'est vrai, il est connu maintenant. Dans les têtes, donc on a juste changé pour que le E soit plus European. Oui. Et du coup, cette version globale donc, a pris tout son sens, puisque la première place a été gagnée par la République tchèque, donc
bravo. Mais la seconde place a été gagnée par les États-Unis et la troisième place par l'Australie, dont il parlait juste avant. Bah, on a une belle photo là, et c'est vrai que bon, on aurait voulu le faire exprès pour leur dire continuer à venir pays hors d'Europe. On n'aurait pas fait mieux, mais. Ah ouais, bah c'est super. Bon, heureusement, le prix du meilleur costume, c'était la France. Faut quand même un petit peu. Et la meilleure prestation a été gagnée par le Danemark. Très bien. Donc, encore une fois, une très belle édition de et on a eu le l'ECG. plaisir d'avoir la reconduction de pas mal des sponsors qui aident à faire la mascotte japonaise. Ouais, il y a Miyaku. C'est Miyaku, c'est la mascotte de De l'exposition l'Universal, universelle. là. Avec les yeux, là. tous les yeux, Ouais, là. génial. Voilà. N'importe quoi. Fantastique. Je pense pas qu'on puisse dire moche, on peut dire Ah non. particulière, éventuellement si on n'aime pas, mais c'est elle un a chef-d'œuvre. un sens, et puis elle On est dirait vraiment du dans la Franquin ligne. dans l'idée noire. C'est un peu J'adore. Elle a vraiment, je trouve qu'elle est vraiment à l'image de ce que les Japonaises peuvent faire sur des mascottes. Complètement. Ça me rappelle Et puis le concept documentaire. derrière est plutôt joli. Donc allez étudier la mascotte et vous verrez pourquoi elle est comme ça. Ah, quelqu'un veut l'explication de la mascotte. Il y a sûrement une explication. Il y a une explication. Ah, mais alors, elle le est bleu un c'est peu- la mer, le rouge c'est le sang, donc c'est le mélange entre la terre et l'homme. Ah. Il y a plein d'explications comme ça. Mais allez lire sur le site, hein, c'est rigolo. Parce qu'il y a des moments où c'est un peu capillotracté, mais ça fait bien le boulot. Effectivement. Messieurs, on fait gagner un très beau cadeau ce soir. On fait gagner une Nintendo Switch OLED avec Luigi's Mansion 2 HD. C'est grâce à Nintendo qu'on vous fait ce très beau cadeau. On va pouvoir vous faire participer de ce pas dans le chat. Pour participer, pour gagner du coup cette Nintendo Switch OLED avec Luigi's Mansion 2 HD, il faut taper tout simplement Luigi dans le chat et on va tirer au sort parmi vous et on va voir qui sera le regagnant de cette Nintendo Switch OLED. Et on remercie encore une fois Nintendo. C'est quoi Non. Mario, pourquoi c'est Mario pour toi? Mario pour moi, T'aimes Mario? Non. Quoi? Ça suffit, pour une fois je pourrais gagner quelque chose à Japan Expo. Hein. Non. C'est pour un viewer, Jean-François. Tu es interdit de C'est participer. pas le droit, Eugène? Tu n'as pas le droit. Tu Et perds à la avec les régie Games, non plus. Hein, À la régie non plus. La régie d'habitude ils gagnent tous les ans, je comprends pas. Non, là, on a un très beau cadeau, on vous le fait gagner évidemment. Écoutez, messieurs, on a eu une très belle édition de cette année de Japan Expo. Dans le chat, je vois que vous étiez très très contents pour l'immense majorité d'entre vous. Il y a eu des bonnes choses. Combien de vidéos tu fais pendant le festival au final? T'as compté? Alors, point making of. Il y a les 4 récaps. Peut-être on n'a pas eu le temps d'en parler. Très vite fait, je rappelle que les récaps, comme dans notre jargon, c'est les vidéos du soir qui ont été tournées le jour même. Donc il y a un challenge de comment dire, il faut aller vite. Ah ouais, c'est balèze. Voilà. Moi j'aime bien justement ce challenge, ce défi. On va parler en français. Et avec l'équipe, donc on est 4. On se plie en 4 pour aller filmer les images, les monter et les diffuser le soir même. Et quand on dit monter, il y a le mixage avec, il y a la traduction, parce que c'est présenté souvent par des Japonais, des invités japonais. Les reporters officiels. Voilà, les reporters officiels, comme on dit. Et le des sous-titrage. sauvegardes spéciales sur certaines scènes pour pouvoir les récupérer. Voilà, et cette année, on a eu un gros changement d'organisation. On a eu droit à avoir notre propre disque dur. Ce qui fait qu'on peut aller enregistrer des images des scènes et les utiliser tout de suite, alors qu'avant, il fallait attendre que les images soient récupérées par Ops, archivées, et ensuite on les avait. Alors évidemment, quand on reçoit les images des scènes à 20h, on ne peut pas les livrer vraiment tôt. Ça arrivait à 23h. Là, cette année, toutes les vidéos étaient postées avant 20h, entre 19h et 20h. Oui, parce que là, ça a l'air tout bête en disant on a rajouté un disque dur, mais en fait, c'est toute une logistique spéciale parce qu'il faut 2 systèmes d'enregistrement. Il faut un nouveau recorder. Quand on récupère le recorder pour te le donner, on ne perd pas. Il faut que ça continue à enregistrer à côté. Continue à enregistrer à côté. Tout à fait. C'est pas tout simple. C'est pas anodin, mais ça a tout changé. Ouais. Et ça valait le coup. Ouais. Ça, c'est une grosse amélioration. Ça, c'est vraiment la cuisine interne. On est en plein mode making-of. Ah oui. Mais ça a vraiment aidé. Et donc, on fait ces 4 récaps qui sont les vidéos principales, plus plein de petites vidéos pour les réseaux sociaux en vertical. Souvent, c'est des versions raccourcies ou remontées de ce qu'on voit déjà dans les récaps. Et après, il y a la vidéo Sayonara Bye Bye. Et cette année, vous m'avez demandé une vidéo en plus. Est-ce qu'on en parle ou c'est pour plus tard? Si. Vas-y. Alors, à la rentrée, fin août, je suis censé livrer une vidéo sur les petits secrets, les hidden gems de Japan Expo. Donc, je crois que tu disais qu'il y avait un truc à l'Expo Cobra qui vaut peut-être le coup d'être montré. En gros, c'est les petits trucs. Vous êtes sûrement passé à côté, mais on va vous le montrer dans cette vidéo.
Voilà. Voilà, rendez-vous à la rentrée pour cette vidéo. Pour tous les petits trucs, voilà, que vous avez. Exactement. Ce ne sera pas les gros événements, les trucs que tout le monde a déjà vu ou entendu parler. Ce sera des petits détails cachés. C'est bien de voir l'envers du décor de Japan Expo. C'est aussi, notamment grâce à toi et tes équipes, Alex, que c'est possible. Et c'est toujours beaucoup de taf, j'imagine, pour toi, là, sur les 4 jours et sur les mêmes jours qui précèdent, j'imagine, le succès le salon. Mais c'est un taf qu'on adore faire. C'est un taf qu'on aime faire de toute manière. On est toujours, enfin, moi, l'équipe avec qui on bosse, elle répond toujours présent parce que c'est un rendez-vous, c'est immanquable, quoi. Quand on aime filmer des trucs en rapport avec la culture geek otaku japonaise, à Japan Expo, on est bien, quoi. Le manga Gavan va sortir quand? Il sort fin août et il était disponible à Japan Expo. Voilà. Vite fait. Et on peut le précommander en ligne. Très bien. On continue. Question-réponse, là, monsieur. On a répondu à pas mal de questions. Ça va être un petit peu compliqué. On peut en faire quelques-unes. Mais on va voir s'il y a des questions génériques parce que je pense qu'il y a une question que tout le monde a posée, mais on n'a pas forcément répondu, même si dans le chat, ils ont déjà répondu sur les dates. Voilà, à quand les dates de la prochaine Japan Expo Paris 2025? La bonne nouvelle, c'est que c'est en juillet. Voilà. Et c'est tout ce que vous aurez comme information. En juillet 2025. Ah oui, en juillet 2025, c'est pas mal. Voilà. C'est toujours bien. Parce que effectivement, on en a parlé, on est en train de discuter, savoir si on retournerait sur le premier week-end, si on reste sur ce week-end-là, etc. C'est des grandes discussions qu'on a avec les gens de Viparis, les gens de la SNCF aussi. Parce que, mine de rien, vous êtes assez nombreux à venir en train et du coup, on est bien apparu dans les radars de la SNCF, la préfecture, tous ces gens-là qui veulent s'assurer que tout se passe pour le mieux quand vous venez sur le festival. On a toujours eu les félicitations d'ailleurs de tous ces gens-là pour l'organisation, donc ça fait toujours plaisir que ces personnes qui ont l'habitude de gérer des matchs de foot, des concerts au Stade de France, etc., nous remercient de gérer tout ça sans qu'ils aient besoin d'intervenir. Et pour les light novels, là, parce que c'est vrai que ça passe vite, tenez-vous au courant pour l'année prochaine. Très bien. Très bien. Je voulais parler un petit peu de Japan Expo Paris qui aura bien lieu l'année prochaine. Toujours. Oui, parce qu'il y avait une espèce de rumeur, genre Japan Expo Paris in Osaka va remplacer Japan Expo Paris in Paris. C'est quoi cette fake news? Les gens n'ont pas bien compris quand on a annoncé Japan Expo Paris in Osaka, ils ont cru que Japan Expo Paris aurait lieu à Osaka, mais en fait, c'est simplement que nos partenaires japonais ont souhaité qu'on mette la désignation Paris dans le nom de l'événement qu'on va faire en avril. Ça vient. Ça tombe bien, du coup. On va pouvoir en discuter parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu flou pour vous qui nous écoutez dans le chat. Japan Expo Paris va à Osaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est le gros projet de 2025 pour vous et vos équipes. Alors, c'est un des gros projets de 2025. C'est la nouveauté. C'est la grosse nouveauté. Restera le gros machin de l'année. J'imagine. Non, mais la grosse nouveauté, on va dire plutôt de l'année 2025 pour vous et vos équipes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on va tous à Osaka pour faire Japan Expo là-bas? C'est un peu oui, bizarre, c'est ça. On s'est dit, tiens, on va déplacer le studio, on va emmener Ilias, Alex et compagnie. C'est indispensable. Alex, arrête de démonter le studio. C'est pas pour tout de suite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le gouvernement japonais, sur l'idée de Monsieur Shinoe, donc le réalisateur de L'Enfant du mois de Kamihari, nous a contactés. Ils nous ont sollicité. Pour qu'on organise en fait un événement au sein de l'exposition universelle qui présenterait, parce qu'à l'exposition universelle, ils attendent la visite d'énormément d'étrangers et ils veulent à un moment donné présenter le soft power japonais. Et ils se sont dit que pour présenter le soft power japonais à des étrangers, ils pourraient faire appel à des étrangers qui montreraient comment le soft power japonais est vu depuis l'étranger. Et donc, pour qu'ils réalisent, pour qu'ils comprennent. Voilà, parce que les Japonais, parfois, sont peut-être trop humbles, ne se rendent pas compte de ce que ça représente à l'étranger, etc. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus à Japan Expo depuis 23 ans maintenant et qui trouvent que la vision qu'on propose, nous, à Japan Expo Paris, de leur pop culture et de la culture de manière générale, elle est unique et qu'elle est intéressante de montrer que, voilà, en plus on mixe des trucs parce qu'au Japon, ils ont un truc pour le manga, un truc pour l'anime, un truc pour le jeu vidéo, ils ont du mal à mixer. Alors encore moins quand on commence à mettre de la culture traditionnelle. Donc ils nous ont demandé de reproduire ça pour que les visiteurs qui viendraient à l'exposition universelle découvrent une autre facette du Japon. Et ça veut dire plusieurs choses.
qui sont un peu incroyables, parce que je vois plein de commentaires là dans le chat. Ça veut dire que c'est la première fois que le gouvernement, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de nous en tout cas, reconnaît le pouvoir du dessin animé, enfin de l'animé, du manga, de la pop culture en général, sur leur influence à l'étranger, puisqu'ils veulent la matérialiser pour que les Japonais s'en rendent compte. Donc ça déjà, c'est un pas. Tout à l'heure, tu disais, et le temps qui est passé, mais oui, ça, parce que nous, ça fait des années qu'on se bat et qu'on présente ça au Japon. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est le bénéfice pour vous, parce qu'évidemment, tout le monde ne pourra pas aller au Japon pour voir Japan Expo Paris in Osaka, et puis c'est même pas le but, puisque le but, c'est de le présenter aux Japonais. Mais par contre, ça va nous donner une telle exposition au Japon que ça va forcément avoir des retombées positives sur tout ce qu'on va pouvoir faire ici. Ça va nous donner encore plus d'opportunités, plus de moyens sans doute de faire plus de contenu ici, d'amener encore plus d'artistes. C'est incroyable. Et puis, dans l'absolu, pour le festival, et puis pour nous, même à titre personnel, c'est aussi une sacrée reconnaissance de presque 25 ans de combat acharné pour la culture japonaise, la pop culture japonaise. Donc voilà, c'est tout cool. En fait, il n'y a pas tellement de moments où, en dehors du fait que nos nuits vont se raccourcir encore plus, il n'y a pas tellement de contre-effets qui se coulent. Mais alors, vous concevez cet événement pour le public japonais, pour les visiteurs étrangers qui seront au Japon, ou pour les deux? Essentiellement pour le public japonais. D'accord. Mais on a quand même pour objectif de donner une motivation supplémentaire à des étrangers de venir. Voilà. On nous a dit, ce qui serait bien, c'est que s'il y a des jeunes qui hésitent à venir à l'Expo universelle, ils se disent « Ah, si je vais à l'Expo universelle, en plus, je pourrais voir Japan Expo Paris in Osaka. » Pour répondre à des questions qu'il y a dans le chat, ça va être un hall d'exposition. Donc on va avoir environ 4000 m² d'exposition, plus... Une grande scène, 16 000 personnes. Donc c'est plus grand que Ichigo, sur une scène où on est en train de pouvoir accès à des catalogues d'artistes qui du coup n'ont qu'un train à prendre pour venir sur scène, qu'on a du mal à toucher en France. Donc à la fois pour ce que ça va être pendant l'événement à Osaka, et à la fois parce que ça va générer des retombées vraisemblablement pour nous à Paris après, c'est une chance incroyable, quoi. Pour ceux que ça amuse, on essaiera d'organiser un genre de vol charter pour essayer d'avoir des prix pour un déplacement pour l'événement. L'événement aura lieu sur 2 jours, le 26 et 27 avril. 26 et 27 avril. Voilà, donc ça va être très intense, ça va être très fun. Voilà. Après, aujourd'hui, on n'est pas tellement capable de dire exactement à quoi ça ressemblera. On n'est pas capable de dire encore qui viendra. On veut clairement, faire venir des artistes français aussi. Mais voilà, j'allais demander, est-ce que vous allez essayer de faire venir des artistes français qui sont influencés par le Japon pour... Nous, dans les premières consultations qu'on a fait avec eux, on leur a dit que ce qui serait intéressant, c'est tout comme on a des artistes japonais qui viennent en France et qu'on a des artistes français influencés par le Japon, on puisse montrer à Osaka des artistes français. Donc Brigitte Lecordier, Starry Sky, Go. Alors Brigitte, je trouverais ça intéressant pour le côté les seiyuu quand ils viennent en France, c'est de la folie, emmenons un comédien de doublage au Japon. Starry Sky pour tout ce qu'il représente, on parlait même des noobs, on parle de Mitsu aussi, tous ces influenceurs qu'il peut y avoir. Tony Valente avec le succès de Radiant, ça aurait du sens. Aurore parce qu'elle nous fait nos affiches depuis des années. Tout ça, on aimerait avoir la possibilité de les emmener là-bas, à la fois pour qu'ils soient là pour cette fête et à la fois pour les faire découvrir aux Japonais, quoi. Il faut parler making of. Ça. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de montrer aux Japonais comment ça a rapproché les gens aussi. Enfin, là, quand on avait sur scène Yor Japon, Yor France, on pouvait reproduire ce genre de choses là-bas, c'est super fun. Eux, évidemment, ils reconnaîtront tout de suite leur seiyuu, mais leur montrer qu'il y a une voix française. On a des rêves comme ça d'imaginer un dessin animé où on passerait... À un moment donné, sur YouTube, il y avait une genre de chanson là sur Let It Go où il y avait tous les Let It Go du monde qui s'enchaînent. C'est officiel en plus. Et d'avoir ce genre d'effet pour montrer que le dessin animé, il existe en japonais, bien sûr, mais en anglais, en arabe, en français, dans toutes ces langues. Pareil pour l'écrit. Pour emmener Enrique, alors. Chanter Goldorak. Oui.
Parce que c'est sur les mêmes, c'est les gens les plus vieux, ils reconnaîtront tout de suite le générique, mais par-dessus c'est chanté en français, quoi. Et c'est ça qui pourra faire ces espèces de chocs de compréhension chez tous ces gens qui. Astro surtout, parce que même les jeunes ils connaissent encore la musique d'Astro et c'était la même chez nous. Donc. C'est ça. Autant investir directement dans un A380 tagué de Japan Expo. Bah voilà, objectif. Au moins ça. au moins ça. Et non, c'est pas dans le pavillon France. Ok. Non, c'est à part. C'est à part. C'est vraiment deux choses à part. Le pavillon France, il dure c'est 6 mois, je crois, l'Expo universelle. C'est tout du long. Nous, c'est 2 jours. Ça va être 2 jours de teuf. Ça va être 2 jours de kiff, mais 2 jours. Et déjà, c'est bien. Bon, je pense que c'est quand même plus clair maintenant pour les gens dans le chat. Voilà, si vous avez des copains... Et voilà, on va arrêter les Luigi au passage. Voilà. Ça y est, on a fait le tirage au sort, vous pouvez arrêter les Luigi. On vous révèle le gagnant dans quelques minutes. Et du coup, je disais, si voilà, vous aviez encore quelques questions, je pense que la plupart des... On va prendre une question qui pique, parce que sinon on va nous dire qu'on prend que les questions qui nous font plaisir. Donc il y a Lost Cryer qui disait il y a moyen de faire des retours concernant l'organisation de Japan Expo, parce qu'on a l'impression que chaque année c'est de moins en moins bien organisé. Donc ça, j'aimerais bien qu'on détaille un petit peu. Il y a de moins en moins de place pour manger, c'est assez grave quand même. Alors, on a augmenté de 20% le nombre de restaurateurs et de 30% le nombre de tables et de bancs, etc. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce qui vous donne l'impression que c'est de moins en moins bien organisé et moins en moins de place, parce que concrètement, je vois pas d'argument valable. Alors, effectivement, il y a peut-être des zones où il y a de plus en plus de monde qui vont manger, parce qu'il y a certains stands qui commencent à avoir une popularité et qui, chaque année, reviennent dans la même zone. Mais concrètement, on a augmenté le nombre de tables, de bancs, de chaises, de restaurateurs, et vous étiez moins nombreux. Donc, normalement, en termes de restauration, on pensait que vous étiez comblés. Très bien. Très bien, très bien. Mais les stands de K-pop, ils sont dans Amazing déjà, et c'est important pour nous de présenter ce qui a attiré notre attention. C'est-à-dire qu'on est Japon et on est pop culture, et la K-pop, les dramas, les webtoons, tout ça fait partie de notre grand univers de la pop culture. On vient d'un monde où on nous ségrégait. On nous ségrégationnait, on nous séparait du monde de la BD, parce que les mangas c'était pour les petits cons, et les mangas, voilà, et du coup on veut surtout pas reproduire ce genre de schéma. On veut que tout le monde soit là pour s'amuser. Si c'est là, c'est parce que ça plaît à des gens, et il est hors de question qu'on s'amuse à les séparer et tout. On essaie d'identifier pour que les gens sachent exactement à quoi s'attendre, mais de là à se dire que ça vaut pas le coup d'être là, c'est pas bien, quoi. Il en faut pour tout le monde. Il y aura une Japan Expo à Osaka, vous l'aurez bien compris. Mais on vous rassure, évidemment, le Japan Expo Marseille aura toujours lieu, et on a déjà les dates, c'est du 21 au 23 février 2025, au parc des expositions Marseille-Chano. Donc ça, c'est aussi une nouvelle il faut vous le rappeler. Et le Japan Expo Paris. Il y a quelqu'un qui a noté le clin d'œil à BD Expo. On sait de quoi tu parles. Et évidemment, Japan Expo Paris, qui aura bien lieu en juillet 2025. Et pour la conférence de clôture de l'année 2024, là, qui vient de se clôturer, vous avez fait une belle annonce, messieurs, une annonce d'un très grand auteur qui sera là pour Japan Expo l'année prochaine. Il s'agit de... Quelle que soit la date de Japan Expo prochaine, quelle que soit la date de Japan Expo, en juillet 2025. Donc il s'agit de Ito Junji. Voilà. Et vu l'écrit qu'on a eu quand on l'a annoncé à la conférence de clôture sur place, ça va vous plaire. Et vu comment ça a été repris sur les réseaux sociaux, ça va vous plaire. Effectivement. Et nous, on est hyper contents de l'avoir. C'est très atypique par rapport aux gens qu'on a l'habitude de recevoir. Et du coup, on espère pouvoir faire de très belles choses avec lui. Exposition. Genre une exposition. C'est bien. Il y aura, on espère, on croise les doigts, en tout cas, une belle exposition de Junji Ito. J'ai hâte de voir les cosplays rapport à ces mangas. Effectivement. Et ça va donner. Est-ce que je peux faire un donjon avec un trou, tu sais, une douve et tout ça Jean-François. Déjà, le trou, on n'a pas le droit de creuser, je te rappelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce dans le chat? Dites-nous. N'hésitez pas à exprimer votre joie. Je sais que Junji Ito, très apprécié, maître de l'horreur. Son planning, on vous le révélera au fur et à mesure évidemment de l'année. On espère qu'il fera des conférences, on espère qu'il fera des dédicaces, on espère qu'il fera pas mal de choses. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a même pas présenté, mais c'est simplement le manga d'horreur, le mangaka dans le domaine de l'horreur le plus connu. Spiral, et c'est mérité parce que c'est vraiment excellent. Tout ce qu'il fait.
c'est le Stephen King du manga, quoi. Effectivement. Oh, très belle Stephen analogie, King du manga. le Stephen King du manga. j'aime On ça. va revendre ça, tu nous permets? Oui, quand tu vas dans les médias plus mainstream, tu auras exactement. besoin d'expliquer qui c'est. Donc si on résume bien tout, messieurs, Japan Expo Paris in Osaka qui aura lieu le 26 et 27 avril 2025, ce sera au Japon. Marseille qui aura bien lieu, Japan Expo Marseille du 21 au 23 février. Japan Expo Paris En juillet 2025 avec la présence de Junji Ito. C'est quand même un très beau planning qu'on a là pour l'année prochaine. On va pas chômer. Et il y avait une petite question dans le chat, genre est-ce que vous allez refaire des trucs autour du tokusatsu, puisqu'on parlait de France 5, j'en profite. Et de Pierre Giner. Et de Pierre Giner, n'est-ce pas? Oui, on est en train de travailler sur un petit projet tokusatsu pour... Ce qui serait extra, c'est un jour qu'on ait un combat de cascadeurs, un peu comme au Japon, vous savez, au Korakuen. Tous les week-ends, il y a des combats de... Bah, on en avait fait un petit peu parce que monsieur Nibori était venu avec les Bioman en 2019. Voilà, et effectivement, si on peut refaire ce genre de choses, évidemment, on va le mettre en place. C'est top, ça. Et emmener les France 5 au Japon. Allez, hop. Oh, on est déjà allé. On va faire le tirage au sort pour la Nintendo Switch. On va voir le résultat qui va s'afficher à l'écran pour nous dans quelques secondes. Et je vais vous révéler, il s'agit de Frosties. Frosties tout simplement. N'hésite pas à contacter Bravo. Expo, un message privé. Bravo à toi. Merci encore une fois Nintendo pour ce beau cadeau que tu remportes. Nintendo Switch OLED avec merci à Luigi's Mansion Nintendo. 2. Bravo et merci à tous les participants, évidemment. Ils sont tous très bons joueurs. Hein. Et- GG. C'est ça, évidemment. Bon esprit. Il y avait une demande sur les sumo. C'est toujours un truc qu'on espère faire un jour. C'est très compliqué. On a eu une fédération française de sumo une année. Bon, Et- plusieurs années même. Plusieurs années même. Mais les sumo au Japon, c'est très très compliqué parce que c'est un peu lié à la religion. Enfin, c'est très cadré, très ouais. cadré, très très traditionnel. Donc, on espère un jour avoir le. Ah, Frosties qui est content. Merci Nintendo. Bravo, J'espère bien que t'es bien content. N'oublie pas de nous contacter en message privé. Et Ouais, ça pour sera donner- certainement, Et rapidement. Sinon, la Nintendo Voilà, Switch risque la d'être régie est remise déjà en prête à jeu. prendre la suite. et ce sera peut-être même sa deuxième Switch, parce que je pense qu'il y a 95% des gens sur ce chat qui en avaient déjà une Switch. Mais peut-être qu'il avait grave, pas l'OLED. Il n'y a jamais trop de c'est ça. Switch. Et la billetterie de Marseille devrait être lancée en octobre. Et on espère faire peut-être un petit live au moment de l'ouverture, histoire de se donner un petit moment ensemble. Avec plaisir, je pense qu'on sera tous au rendez-vous pour ceci. Eh bien écoutez, messieurs. Et il y a des gens qui ont plein de propositions d'invités, de contenu. N'hésitez pas à nous les envoyer via les réseaux sociaux, via le site. Il y a une rubrique de contact. On regarde tout. On peut pas donner satisfaction à tout le monde, mais on regarde tout. Exactement, n'hésitez pas. Et puis j'ai vu passer aussi un truc sur les prix des boissons et des repas. Ça, malheureusement, C'est pas vous qui. on n'en a pas le pouvoir. Après, il faut bien voir qu'effectivement, sur l'événementiel, c'est toujours plus cher. Ils ont des coûts d'infrastructures qui sont importants. Et maintenant, il y a de l'eau gratuite quand même. Et, des fontaines voilà. d'eau gratuites. Parce que là, on parlait d'une bouteille d'eau à 3,50 €. Il y a des fontaines d'eau au niveau de chaque toilette maintenant, Ouais. où vous pouvez avoir de l'eau. C'est de l'eau filtrée, faire un tout, refill c'est- de votre gourde sans souci. Ok, c'est Voilà. c'est une Et bonne nouvelle pour ceux le qui savent. forme de contact, le lien un peu barbare, mais Et le meilleur plan, en fait, c'est d'abord, le premier jour, d'aller acheter une boîte à bento à Wabi-Sabi, par exemple, Voilà. dans ce coin-là. Et puis, Et les prochains jours, vous venez avec votre petit bento à vous Japan pouvez Expo. tout à fait venir Ouais. avec votre Là, vous bento, êtes dans y a pas de l'esprit, problème. Si vous voulez pas les laver, vous pouvez aussi acheter une autre boîte à bento sur la boutique officielle Voilà, il y a des boîtes du festival. Elle a été très jolie, elle a bien marché d'ailleurs. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission et finalement de la fin de cette saison de En route pour Japan Expo. Japan Expo Paris est passé. Pour vous, il reste encore quelques jours avant les vacances, messieurs, mais Ouais. c'est aussi l'occasion de se les reposer. vidéos du festival, parce qu'on demande pour le CG, en fait, les vidéos du festival vont commencer à être diffusées dès cet été et il y en aura Sur YouTube, régulièrement sur sur les YouTube, sur les Mm. réseaux et tout. Donc effectivement, il faut rester connecté sur les réseaux sociaux de Japan Expo pour ne louper aucune des vidéos que Alex et ses équipes ont pu fournir tout au long de ces jours. Merci Alex. Oui, alors c'est Non, pas, l'autre Alex. c'est pas du tout les vidéos qui seront mises cet été, c'est pas du tout nos vidéos, hein, c'est Ah, les, c'est pas les autres. c'est les Non, mais il y a spectacles, quand même les celle qui conférences. arrivera avec les Secret Gems. Oui, bah, il y en a une il y petite aura celle encore qui va arriver, mais sinon c'est vraiment les shows en entier. Hein, c'est ça Ouais, dont ouais. on Ah, parle, d'accord, hein, ok. les conférences en entier, D'accord. le cosplay, tout ça, quoi. Très bien.
Très bien, très bien. Comme petite question ou pas? Non. Allez, vas-y, je sais que ça te gratte. On nous demande pourquoi avoir programmé le show de Tetsuya Komuro en Yuzu alors qu'il était invité d'honneur. La scène Ichigo aurait été mieux. Il faut bien voir que quand Monsieur Komuro a complètement validé sa venue et il n'y avait plus de place en Ichigo. Donc du coup, voilà. Et par rapport au show qu'il avait prévu de faire, technologiquement, Yuzu lui plaisait plus, ça nous plaisait plus. Il y avait ce grand écran pour son show, sa connexion avec l'IA en vidéo. C'était important, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas compris l'IA, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion là-dessus. C'est pas qu'il fait la musique par IA, c'est qu'il a un petit logiciel qu'il a conçu avec ses équipes, c'est un logiciel original, qui capte, il y a une caméra qui le capte en train de faire le DJ sur scène, et ça modifie cette image pour en faire un rendu dessin animé en live. Donc c'est un peu du mélange entre le VJing et c'est pas du tout l'IA qui fait la musique. Okay. Et pour les petits rigolos qui se cacheraient vraiment derrière le pseudo pour parler du catch, en fait, le catch, on en a fait pendant des années. On n'a pas la place pour accueillir tout le monde à la fois. Donc, le catch reviendra sûrement bientôt. Mais on ne sait pas encore quand. Voilà. Très bien. Et ça sera le mot de la fin. Non, on va finir sur une touche plus amusante quand même. Parce que du coup, moi, j'ai pas compris une question, mais je voulais juste dire, oui, au Zen, pardon, que les 10%, on a bien eu l'info qu'il y avait certains qui les respectaient pas. Okay. Que ce qui nous a manqué, parce qu'on a été voir les responsables de la restauration pour en parler, ce qui nous a manqué, c'est des informations précises sur qui vous avez pas autorisé les réductions, etc. Donc, si jamais ça se reproduit, dès le premier jour, pensez à bien nous indiquer tel stand, à tel endroit, etc. pour qu'on puisse aller directement le voir. Pour ceux qui l'ont peut-être vu, le dimanche, on avait rajouté des panneaux justement pour bien rappeler à tous les restaurateurs d'appliquer ça. C'est toujours le problème avec ce genre d'avantages qu'on ne maîtrise pas de A à Z. Mais a priori, ça a quand même été ils ont beaucoup plus joué le jeu. Ça a été bien suivi. Et par contre, ça sera l'occasion de répondre à les sondages, mais il y a quelqu'un qui nous a dit les tirages au sort, c'est pas très juste car beaucoup ils sont épuisés par ceux qui rentrent dans le festival avant 9h30. Donc du coup, comme le principe du tirage au sort, c'est que le tirage au sort il dure toute la journée, je fais pas le lien avec le fait qu'ils soient épuisés avant 9h30. Les premiers arrivés, premiers servis, effectivement, ça peut être le cas, mais le principe du tirage au sort, c'est justement que même si vous arrivez à 14h, l'invité en dédicace à 16h vous sera encore potentiellement accessible. C'est le but du jeu. Et oui, c'est le jeu, effectivement. Et malheureusement, il y a beaucoup de déçus pour très peu d'élus, mais c'est aussi le jeu, encore une fois. Pour que ça se passe bien, pour que ça se passe au mieux, et on est obligé de 6 000 gagnants, 30 000 tentatives. C'est hyper dur, c'est épineux comme problème. Il n'y a pas de bonne solution. Et on peut comprendre que ça peut. Enfin, je peux comprendre que ça peut vraiment gâcher un moment, quoi. Clairement, mais on le comprend aussi. Mais entre ça et se dire que. Vous n'allez pas non plus dire on va pas faire de dédicaces. Aucune chance d'avoir les dédicaces. Nous, on part du principe qu'il y a plus de mérite à offrir la possibilité au plus de gens possible de tenter leur chance. Plutôt que de se dire c'est un happy few du démarrage, on pourrait, économiquement par exemple, ce serait beaucoup plus intéressant pour nous, mais ça reste quand même un truc où c'est hyper frustrant pour tous les autres, c'est-à-dire que tu rentres, tu sais déjà que c'est trop tard, quoi. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un petit peu de premier arrivé, premier servi, puis d'avoir du tirage au sort qui permet de garder l'espoir le plus longtemps possible d'avoir cette fameuse dédicace. Et puis après, la dédicace, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Aller les voir sur scène, aller les voir en conférence, profiter de leurs œuvres, ils sont là, il y en a qui reviennent en plus, donc faut être patient. Voilà. On va conclure sur ces belles paroles, mon cher Thomas. On arrive du coup sur la fin de cette saison. On rappelle que toutes les émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube du coup de Japan Expo. Celle-ci, ce sera aussi le cas pour celle-ci sur les plateformes de podcasts comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et consorts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça sur les différents réseaux de Japan Expo, que ce soit pour les émissions, mais aussi pour toutes les vidéos qui ont été tournées sur le salon, que ce soit pour les conférences ou pour les making-of. On se tient au courant pour la rentrée, pour la saison, la nouvelle saison de En route pour Japan Expo, parce que vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses qui se passera aussi en 2025 pour Japan Expo. On sera là pour en parler. Évidemment, si vous avez des petites suggestions, n'hésitez pas pour améliorer l'émission. Si vous voulez voir des choses en particulier dans le chat, en commentaire, dans les messages de Japan Expo, en message privé, n'hésitez pas à le faire. On lit tout évidemment et on fera au mieux. Et on vous donnera des informations sur la reprise à la rentrée. Sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Ça ne sera sûrement pas avant octobre, parce que le mois de septembre est là pour les débriefings et tout ça aussi. Et on n'a pas forcément des tonnes d'infos à vous donner à ce moment-là, donc on attendra un petit peu. Exactement.
Exactement. Alex, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour l'invitation, mais c'était un plaisir de parler avec vous. J'ai appris plein de choses en plus. Et j'en profite pour faire un coucou et bravo à l'équipe captation cette année encore qui a assuré. Surtout que cette année, j'avais mal au dos. Ils étaient gentils. Ils me disaient Alex, tiens, prends ça. Enfin, je vais prendre ça à ta place. C'est lourd et tout. Adorable. Merci à tous et bravo pour le. D'aller au shiatsu ou un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait Piccolo qui faisait du shiatsu. Je vais le mettre dans la vidéo, des trucs cachés là. Oui, tout à fait. Merci. Bravo les gars. Bravo, les gars. Merci Alex pour toutes les vidéos que tu fais, toute la captation. Merci à toute l'équipe qui est avec toi. Merci Ilias. Merci à la team Murasaki derrière là-bas. Mais merci à vous. Derrière les écrans, qui se cachent derrière les écrans. Ouais, même ceux qui veulent du catch, on les remercie. Voilà. Mais c'est exceptionnel pour ce soir. Et surtout, merci à vous, messieurs. Merci à vous pour toutes ces belles choses que vous nous faites vivre au quotidien, mais notamment pendant ces 4 jours de Japan Expo à Paris et dans tous les autres salons que vous pouvez faire. On va juste rappeler, comme on l'a dit sur la conférence de clôture, qu'on nous voit souvent nous deux, mais que déjà on est 3 à l'origine de tout ça, et que derrière c'est une équipe de 50 personnes qui ont travaillé toute l'année, que c'est 400 saisonniers, que c'est je sais plus combien, genre 1000 prestataires à côté et autres, et que l'organisation c'est un mélange de tout ce savoir-faire là qui fait qu'on arrive à faire 4 jours de folie. Voilà, pour reprendre le Club Dorothée. Ça, je vais le dire. Et voilà, et merci à vous dans le chat. Merci d'être venus sur le festival pour ceux qui ont pu venir. Merci d'être venus ici sur Twitch pour nous soutenir, parce que ça fait plaisir de voir tous ces petits... On a le droit à des cœurs pour une fois. Sans Brigitte. Donc merci beaucoup. Voilà. Allez, on se fait un petit été, on se retrouve à la rentrée et on repart pour une saison de folie. Effectivement, on vous souhaite de très très bonnes vacances, messieurs, dames, dans le chat. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures. Et on se dit, voilà, bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Bye.